il y a deux possibilités d'équilibrer offre et demande. Soit on augmente artificiellement l'offre au travers de l'irrigation, soit on diminue la demande en s'efforçant de ne pas pénaliser la production. La première option est intéressante, mais outre qu'elle fait débat aujourd'hui en divers points du territoire, les événements récents nous le confirment, il se pourrait que demain, en raison des projections, enfin des baisses de pluviométrie que nous promettent certaines projections de climatologues, on ait affaire à des sécheresses hydrologiques qui limiteront l'expansion de l'agriculture irriguée par défaut d'eau à distribuer. Bon, ça pourrait être l'objet d'une séance future. En conséquence, comme indicateur, le scrutin est clos. Donc je reprends. Donc cette question de l'irrigation et de sa faisabilité sera peut-être l'objet d'une autre séance un jour. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout de ça qu'on a l'intention de parler, mais plutôt de voir comment arriver à équilibrer offre et demande par une gestion de la demande ou une meilleure utilisation de l'offre normalement disponible à travers de la pluie. Donc on est amené à se poser la question justement d'une meilleure adaptation de l'agriculture pluviale, c'est-à-dire de l'agriculture non irriguée. Pour ce qui concerne la France, l'agriculture irriguée, c'est à peu près 6% de la SAU, 3% du territoire, ce qui veut dire que les 94% de la SAU sont en agriculture pluviale. Donc c'est une partie conséquence de notre agriculture. Nous avons déjà consacré une séance à cette question au mois de février 2013, donc il y a un an et demi. Elle portait sur l'amélioration du matériel végétal en y croisait génétique et écophysiologie pour obtenir des variétés permettant à l'agriculteur de mieux combiner productivité et adaptation à la sécheresse. Deux éléments majeurs ressortaient de cette séance, c'est que tout d'abord les éléments à favoriser dans la sélection ne sont pas à portée universelle, ils dépendent du type de sécheresse. Et deuxièmement, que les progrès en termes de productivité sont lents. Que ce soit par hybridation ou avec les nouveaux outils de la génétique, on est très loin des annonces à caractère sensationnel auxquelles nous habituent parfois les médias. Aujourd'hui, nous abordons un second volet de cette question qui consiste à se dire, avec le matériel génétique existant, c'est-à-dire avec ce dont disposent les agriculteurs, en termes d'espèces, en termes de variétés, quelles pratiques culturelles vont permettre à l'agriculteur d'optimiser la pluie en termes de production. La séance sera organisée en trois volets. Dans le premier, qu'exposera Philippe Debec, qui est un directeur de recherche de l'INRA à Toulouse, on étudiera les possibilités offertes par l'évitement agronomique, en plus de l'esquive, au travers du contrôle du cycle culturel, du taux de couverture et de la densité. Dans le second, qu'exposera Florent Marot, qui est ingénieur au CIRAD à Montpellier, on verra comment l'agriculture de conservation, que ce soit en milieu tropical ou pourquoi pas ici, demain, peut aider en zone sujette au ruissellement à améliorer la part d'eau évapotranspirée, c'est-à-dire la seule utile à la production. J'ai mal prononcé, je voulais dire la part d'eau évapotranspirée. Et enfin, dans le troisième volet, qu'exposera Marie Gaume, qui est chercheur à l'INRA à Montpellier, et qui effectue cette contribution avec Christian Duprat et non pas Éric Duprat, comme ça a été malencontreusement écrit dans l'annonce. Et donc elle effectuera une troisième un troisième exposé à caractère plus probatoire, on va dire, où on verra comment le système de culture associée peut, dans certains cas, présenter des synergies pour l'eau. Contrairement à l'image classique qu'on a en tête, où il y a synergie pour l'azote et compétition pour l'eau. Je vous souhaite une bonne séance. Voilà, bonjour à tous, donc Philippe Debac de Toulouse. J'ai préparé cette communication avec deux collègues, Julie Constantin et Magali Houillon. Donc cette communication a pour titre quelle stratégie agronomique pour une gestion optimale de la ressource en eau du sol en système pluvial. Alors tout d'abord une représentation un petit peu de ce que c'est que l'évapotranspiration en fait qui peut être vue
de deux côtés, à la fois comme étant un élément du bilan hydrique, donc contribue finalement à réduire la disponibilité en eau du sol, la ressource en eau, et puis de l'autre côté peut être vu aussi comme un élément important pour bien sûr la production, disons, de biomasse et le rendement des cultures. Alors, si on regarde un petit peu les choses d'une autre manière, cette évapotranspiration peut aussi varier de manière assez importante, soit par le couvert, donc c'est-à-dire le développement de la surface foliaire principalement, soit aussi par le cycle cultural, sa position dans le temps. Bien sûr, l'enracinement va être important à considérer pour la possibilité d'extraction de cette eau dans le sol. Alors, ce qui va nous intéresser ici, finalement, c'est comment on va pouvoir un petit peu gérer cette dichotomie, gérer au mieux donc, la disponibilité en eau du milieu au cours du cycle et les besoins de transpiration pour la croissance tout au long du cycle cultural. Il y a une opposition un petit peu et probablement des antagonismes et des conflits à gérer entre ces deux besoins. Alors, j'ai pris quelques exemples de la littérature pour rappeler effectivement des éléments importants pour un petit peu mieux comprendre les termes de cet exposé. Tout d'abord, on sait tous que la consommation en eau dépend du développement de la surface foliaire. Et ici, vous avez quelques illustrations qui vont vous montrer le coefficient cultural qui évolue pour un blé, qui évolue au cours du temps. Et vous avez différents niveaux de contraintes hydriques. Et donc, derrière ça, vous avez différents niveaux aussi de développement de la surface foliaire. Alors, on le voit peut-être mieux ici pour ces travaux sur le maïs, qui mettent en relation le coefficient cultural avec l'indice foliaire de la culture. Donc, plus le développement est important, plus la consommation de la plante va être importante. C'est trivial, c'est intéressant de le voir. Et il va y avoir évidemment un plafonnement de cette transpiration, transpiration au cours du temps, au fur et à mesure que l'indice foliaire augmente. Et on peut penser qu'entre 3 et 4 ou 5, selon les espèces et les variétés, il y aura un plafonnement de la consommation. Deuxième élément important à considérer, c'est la contribution en fait, de l'évaporation du sol, qui en fait va être la contribution de l'évaporation du sol va être réduite de manière importante dès lors qu'il y a un développement de la surface foliaire. Donc plus on va couvrir le sol, d'une certaine manière, plus on va réduire la part de l'évaporation dans l'évapotranspiration totale. Donc c'est un objectif que l'on peut rechercher dans un certain nombre de situations. Donc ces deux éléments sont importants et ils permettent effectivement de bien réfléchir au lien entre les techniques culturales et ces objectifs que l'on va viser. En effet, on sait que pour une espèce donnée, en fait, le développement de la surface foliaire peut être modulé à la fois par des choix variétaux, mais aussi par la conduite de culture. Donc c'est ce que j'ai essayé de figurer sur ce tableau. Vous voyez différentes techniques, ou le choix de la variété bien sûr, qui permettent effectivement à travers la vitesse de fermeture ou le maintien d'une surface verte au cours du cycle de piloter le développement de cette surface foliaire. Et vous voyez ici que dans ce qu'on va appeler classiquement les stratégies d'évitement, on va essayer d'éviter que le stress se manifeste finalement, on va pouvoir jouer surtout avec deux techniques, la densité de peuplement et la largeur de l'interrang qui va permettre de contrôler cette vitesse de fermeture. De la même manière, la fertilisation et l'irrigation vont permettre, eux, de maintenir en fait, cette surface foliaire au cours du temps. Deuxième ensemble de techniques, où on va beaucoup plus jouer sur le cycle culturel et sa position, c'est ce qu'on appelle les techniques d'esquive, hein, bien sûr. Et là, on va jouer par la variété et sa précocité, et aussi par la date de semis, et de manière générale en anticipant les dates de semis. Donc vous voyez, il y a un panel de leviers qui peuvent être activés, et dont on va essayer d'évaluer le poids, l'intérêt dans l'agriculture qui est la nôtre. Alors, deuxième élément important à considérer aussi, on a essayé de figurer l'élaboration du rendement de la culture selon quelque chose d'assez classique hein, que Passura, un Australien, avait développé il y a déjà pas mal de temps, qui nous permet de décomposer finalement le rendement sous toute une série de termes qui sont relatifs en fait à l'eau et à l'efficience de l'utilisation de cette eau.
Donc, on considère donc que le rendement peut s'exprimer à la fois par la consommation d'eau, ou l'eau à travers l'évaporation et la transpiration, la part qui est consacrée à l'évaporation, l'efficience de transpiration et l'indice de récolte de la culture, qui en fait va figurer la part de transpiration, la part de la transpiration avant et après la floraison. Plus on va transpirer de cette manière après la floraison, plus on va augmenter cet indice de récolte. Alors on s'est servi vraiment de ce cadre pour analyser l'effet des techniques et puis, comme on le verra, pour essayer d'interpréter les travaux de simulation qui sont développés dans ce travail. Donc, pour augmenter le rendement des cultures en conditions séchantes, de manière générale, il faut augmenter l'eau consommée. Ça, on le verra dans l'exposé suivant également, hein, tout ce qui tourne autour du stockage de l'eau, mais aussi à travers la fertilisation azotée en particulier. Diminuer la part d'eau qui est évaporée directement. Donc, toutes les techniques d'agriculture de conservation que vous présentera Florent Marot, je ne parle pas, mais moi je m'intéresserai beaucoup plus à ce qui tourne autour de la fermeture rapide du couvert, et on va voir qu'on peut manipuler un certain nombre de techniques pour ce faire, comme on l'a dit. Maximiser l'efficience de transpiration, en particulier en essayant d'éviter de transpirer pendant les périodes où le déficit de pression de vapeur de l'air est trop fort en particulier. Et puis enfin, essayer d'optimiser le pourcentage d'eau consommée avant et après la floraison, ce qui permet de maximiser ce qu'on appelle l'indice de récolte, donc la part qui est plutôt utilisée pour faire du grain que pour faire de la végétation. Et là, c'est un raisonnement, un rationnement assez subtil en termes de pilotage de la végétation. Alors, pour essayer d'analyser l'intérêt de tout ça, c'est très complexe, vous voyez qu'il y a plein d'interactions, on a parlé de beaucoup de leviers, etc. Comment le faire aujourd'hui? Aujourd'hui, les agronomes ont beaucoup le réflexe d'utiliser des modèles, les développer et les appliquer pour essayer de répondre à ces questions, et essayer en particulier, lorsqu'on travaille avec de l'eau, lorsqu'on travaille avec de la variabilité, d'essayer effectivement d'analyser en particulier toutes ces interactions complexes. C'est l'intérêt des modèles de culture, qui, je pense, ont été pas mal présentés dans cette enceinte. Modèles qui servent aussi à simuler de manière dynamique des processus complexes, difficiles à mesurer en expérimentation, en tout cas sur le long terme, bilan d'eau, bilan d'azote, et puis permettre de comparer des scénarios dans des situations qui n'ont pas été observées. Je pense au changement climatique, les évolutions à long terme et toutes les questions relatives à la variabilité climatique. Alors, on a fait un petit exercice pour cette session avec mes collègues. On a réutilisé un modèle qui est assez fameux parmi les agronomes, hein, le modèle STIX, qui a, je pense, été présenté ici par le passé, pour essayer effectivement d'évaluer les différentes stratégies d'évitement et d'esquive offertes donc par la gestion du couvert, et en choisissant des conditions hydriques plus ou moins limitantes pour essayer de voir l'intérêt de toutes ces variations des techniques dans différentes situations. Alors, STIX, c'est un modèle, je vais aller très très vite parce que je pense qu'il a déjà été présenté. C'est un modèle dynamique, fonctionnel, qui fonctionne à pas de temps journalier et qui a pour objectif de simuler le rendement et la croissance des plantes en fonction, en particulier, de toutes les contraintes, en particulier eau, azote, température, que la plante peut ressentir tout au long du cycle. Donc les entrées sont assez classiques. Il y a des entrées qui décrivent les itinéraires techniques, il y a des entrées qui décrivent la plante et la variété, le type de sol concerné, et puis on va initialiser ce modèle à partir par exemple, d'un état hydrique ou état azoté du sol au début de la culture. On va utiliser le climat, donc on y met un petit peu tout ce que l'on connaît en termes de caractérisation du milieu et du fonctionnement de la plante, et puis on va se servir de ce modèle pour simuler, à partir de la représentation de nos connaissances, simuler les conséquences sur la production. Comme vous le voyez, les différents modules de STIX permettent de réaliser le travail que l'on veut mener, puisqu'il y a à la fois une représentation du fonctionnement de la plante, hein, donc la lisse foliaire, la croissance en biomasse, le rendement, etc., le développement des racines, bien sûr, un module qui décrit le fonctionnement hydrique de la plante, et en particulier l'évaporation du sol et la transpiration, et des modules relatifs à la dynamique de l'azote, et tout ça fonctionne en interaction, pas de temps journalier, donc permet de prendre en compte un petit peu tout ce que la plante va ressentir. Il y a un manque important qui est c'est que ça ne représente pas toutes les contraintes biotiques, et donc il y a des effets aussi qui pourraient être
impliqués également dans la réponse du rendement, bien sûr. Mais, donc vous voyez, on va pouvoir calculer à partir de ça tous les termes de l'équation de Passura, la matière sèche, le rendement, l'indice de récolte, l'évaporation et la transpiration. Alors, on a monté une petite expérimentation, alors une expérimentation virtuelle, numérique, c'est-à-dire sur le papier, comme on dit in silico, on va prendre le modèle, on va recueillir des données climatiques journalières sur 20 ans. On va prendre 3 sites, là on a choisi 3 sites français qui représentent un peu une gamme de situations plus ou moins affectées aujourd'hui par des contraintes hydriques en Haute-Garonne, Charente-Maritime et Essonne. On a pris 2 types de sols, donc 2 types de réserves utiles, 90 et 180 mm, donc ça nous fait 6 environnements assez contrastés pour 2 cultures. Une culture d'hiver, le blé tendre, une culture de printemps, le tournesol. Et puis on a construit 24 scénarios techniques en combinant des dates de semis, des densités de peuplement, des niveaux de fertilisation azotée et des précocités variétales. Vous voyez, donc tout ça, on ne pouvait pas l'expérimenter raisonnablement. Donc ça fait beaucoup de simulations, ça fait une base de données et on va analyser cette base de données en se servant du cadre qui a été présenté précédemment. Alors, simplement pour vous représenter, pour ceux qui connaissent peut-être pas trop, voilà la situation, disons, des 3 zones étudiées, avec une variation de pluviométrie, de répartition de la pluie au cours de l'année. Et on a aussi choisi une année sèche en particulier, l'année 2006, en Haute-Garonne, qui représente une situation assez classique de sécheresse sur laquelle on va pouvoir tester en fait un certain nombre de situations. Bon, on a fait le travail de manière exhaustive, hein, mais on a choisi un certain nombre de situations représentatives à des fins illustratives. Voici donc les valeurs qui ont été retenues pour la simulation des scénarios techniques. Hein. Donc on a pris les trois possibilités de date de semis pour le blé, de précocité exprimée ici en degrés jour sur le cycle, de quantité de fertilisation, donc, et de doses de densité, enfin de peuplement levé. Alors ça représente un peu des extrêmes de ce que l'on peut faire raisonnablement dans les situations agricoles. Ça n'avait qu'une fonction un petit peu illustrative. On n'a pas voulu tester des choses qui étaient trop hors évidemment de l'épure, ce qui n'avait pas forcément aujourd'hui de l'intérêt par rapport à la question qu'on se posait. On a fait la même chose sur le tournesol. Vous voyez, on a mis en rouge les situations qu'on considérait l'itinéraire technique. Je ne dirais pas de référence, mais un itinéraire technique qui représente une situation qui permet de couvrir à peu près les facteurs, enfin d'éviter qu'il y ait des facteurs limitants a priori qui s'expriment trop. On a pris ça on a pris cet itinéraire technique comme référence pour comparer des variations en termes de technique. Donc on va maintenant rentrer sur les résultats. J'espère que je ne suis pas trop en retard. Donc sur ce graphique ici vous présente le rendement pour le blé et le tournesol. Ici vous avez sur cette colonne là vous avez les valeurs moyennes et sur cette colonne là vous avez l'année 2006 qui est une année particulièrement sèche dans la région. Comme vous pouvez le voir ici, quelles que soient les cultures, quelles que soient les situations, vous avez toujours des rendements, le semi-précoce va amener toujours des rendements qui sont en général supérieurs et avec des effets qui sont plus marqués les années sèches. Si on regarde ici la fertilisation, donc les 2 doses extrêmes, en bleu la plus élevée, en rouge la plus faible, vous avez bien sûr ici des réponses que l'on observe à la fertilisation dans les situations moyennes, mais vous voyez ici que les années sèches, ici, en particulier sur le tournesol, vous avez à peu près les mêmes réponses en termes de rendement. L'azote ne devient pas un facteur limitant et dans certaines situations, vous avez de meilleurs rendements dès lors que... Tu peux te servir des facteurs de la souris. Ah pardon. Excusez-moi. Je vais le faire, oui, merci. Donc on peut voir, en ce qui concerne la fertilisation, que vous avez ici une inversion de la réponse, ou une réponse peu de différence en tout cas, en termes de fertilisation azotée au niveau du rendement pour les années sèches.
Alors là, évidemment, on a travaillé qu'avec des éléments agronomiques, hein, on parle de rendement. Si on y mettait les éléments économiques, ça pourrait accentuer pas mal de choses. De la même manière, sur la précocité variétale, vous voyez ici que les variétés tardives, dans les conditions les plus favorables, donnent bien sûr des rendements plus importants, alors que dès lors qu'on est en situation plus sèche, vous avez les variétés précoces, ici en bleu, de manière assez générale, sont plus intéressantes. Donc on voit un poids très important de cette esquive en termes de réponse sur le rendement. De la même manière, pour la densité de peuplement, si la densité forte dans les situations les plus favorables et donne un avantage, on pourrait dire en termes de rendement, ça n'est plus le cas dès lors qu'on est dans des situations relativement sèches, et je m'éloigne ici vers le tournesol, où on voit bien sûr des inversions de classement, et on voit bien sûr que les densités les plus faibles conduisent aux rendements les plus intéressants. C'est encore plus intéressant si on y met de l'économie derrière tout ça. Alors pour analyser ces rendements, on s'est servi du cadre que je vous avais présenté au départ. Et ici, je vais vous montrer pour l'année sèche, vous voyez ici les différents termes de l'équation de Pastura et le rendement sur la dernière colonne. Vous voyez ici que vous avez une augmentation du rendement du semi-précoce par rapport au semi-intermédiaire, en blé en particulier. Et c'est intéressant de regarder quelles sont les causes finalement de cette augmentation du rendement. Et vous voyez qu'ici, vous avez finalement réduit la part d'eau évaporée en ayant un semis plus précoce. Vous avez augmenté l'efficience de transpiration en se situant sur des périodes plus favorables à la production de biomasse, et vous avez aussi réparti, augmenté l'indice de récolte en répartissant mieux, probablement il faudrait le regarder ici, la transpiration d'eau avant et après la floraison. Donc c'est un cadre qui nous permet de comprendre et d'analyser un petit peu disons, les résultats obtenus. Une autre façon un petit peu de regarder ces résultats, c'est de regarder, non pas technique par technique, mais l'ensemble de l'itinéraire technique, et d'essayer de voir effectivement quel itinéraire technique est le plus favorable, quelles que soient les situations. Alors j'ai choisi quelques années, alors elles sont pas toutes forcément années très sèches, l'année 92 n'est pas une année très sèche, mais les autres années, ce sont des années où des sécheresses se sont manifestées à Toulouse, et on voit que même en sol profond, il y a des réponses non négligeables des différents itinéraires techniques et des variations importantes de rendement selon les situations. Et ce qu'il apparaît à partir de ce que l'on voit à partir de ça, c'est que difficile de dire qu'il y a un itinéraire technique type qui permet de répondre chaque année et d'obtenir les meilleurs rendements. Hein. Donc c'était assez attendu, mais effectivement c'était intéressant de le souligner. Mais on voit surtout qu'il y a un poids très important finalement ici, puisqu'il s'agit des semis précoces, un poids très important finalement de la date de semis pour introduire des variations de rendement entre situations, alors qu'on aura un poids plus faible de la fertilisation et de la densité de peuplement en particulier pour moduler la réponse des cultures. Je vais passer très vite, donc voilà. Mes autres graphiques effectivement avaient pour objectif de vous montrer les gains maximaux de rendement qu'on pouvait obtenir par rapport aux conduites de référence, et en soulignant en particulier qu'on peut avoir des différences très importantes, hein, mais qui sont beaucoup plus fortes finalement à Toulouse que dans l'Essonne, où j'ai un climat beaucoup plus régulier en termes de pluviométrie, et il y a moins de différences en termes de rendement. Bon, ce tableau aussi vous montrait les classements des différents itinéraires techniques que l'on pouvait obtenir. Alors, il y a des travaux qui ont été effectués par ma collègue Magali en particulier auprès d'agriculteurs pour essayer de voir quelles étaient les techniques qu'ils mettaient en œuvre spontanément pour s'adapter aux épisodes de sécheresse. C'était intéressant. Bon, là j'ai pris quelques phrases issues de ces enquêtes qui montrent bien effectivement que les agriculteurs sont bien sûr conscients d'un certain nombre de ces pratiques et les adoptent. Le choix des variétés précoces, les variations de densité semis, c'est des choses qui sont déjà intégrées dans la réflexion. Voilà. Et donc je vais aller aux conclusions puisque je suis un peu en retard. Bon, je dirais qu'en conclusion, j'espère que l'exposé vous a convaincu de l'intérêt de la modélisation pour explorer une réponse du rendement à la conduite de culture, hein, pour des gammes d'environnement hydrique assez différenciées. On aura pu en imaginer plein d'autres.
On peut dire quand même que bon, la gestion du couvert, les effets ont été démontrés, on a vu des variations, etc. Mais ils sont quand même relativement de faible ampleur, à part peut-être la date de semis, mais qui est multifacteur également, pour qu'on puisse vraiment substituer à l'irrigation, enfin se passer complètement d'irrigation et n'utiliser, comme on pourrait le faire sur des pesticides, uniquement des techniques alternatives pour supprimer l'irrigation dans un certain nombre de situations. Bien sûr, il faut indiquer les limites de l'exercice. Hein. Les contraintes biotiques ne sont pas prises en compte. Et bon, quand on fait des semis précoces, ben aussi, on embarque aussi des risques, par exemple, de mauvaises herbes ou des risques de maladies plus importants. Donc il faudrait l'intégrer ça dans l'évaluation finale de tout ça. Et puis l'évaluation économique, j'en ai parlé. Et puis simplement, je voulais signaler qu'effectivement, on n'a pas testé des systèmes très innovants ni très imaginatifs. Mais dans des conditions semi-arides en particulier, il y a des techniques, on parle de ski pro, j'ai pris un exemple ici pour ma conclusion, qui montrent effectivement qu'on peut aller vers des systèmes beaucoup plus je dirais, rationnés en termes d'utilisation de l'eau, avec la possibilité de s'adapter à la ressource disponible. Bon, et peut-être que Fleur en parlera, je ne sais pas. Voilà, je vous remercie, merci de votre attention. Voilà. Alors, le ski pro, ben, vous faites bien de... Merci de me poser la question. Ben justement, l'idée, c'est qu'on retire un rang, donc on a un écartement, un écartement entre rangs beaucoup plus grand, et puis parfois on peut semer 2 rangs et en sauter 1 ou 2 éventuellement, ce qui permet effectivement d'avoir, d'une certaine manière, stresser un petit peu la culture sur le rang, mais d'avoir la possibilité d'utiliser l'enracinement qui permet de consommer progressivement l'eau tout au long de la culture sans qu'il y ait une compétition, en fait. Donc c'est un système un peu intelligent, disons, de rationnement, et qui permet d'avoir effectivement une surface foliaire plus faible, mais qui va pouvoir être alimentée jusqu'au bout pour produire du grain dans des conditions beaucoup plus arides que celles que l'on connaît ici en France, évidemment. Bon, encore une question pointue, s'il y en a. Il n'y en a pas. Alors, on passe la parole à l'intervenant suivant. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Florent Marot, je suis du CIRAD. Je fais cette présentation associée avec Eric Scopel, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, que j'étais moi-même directeur de l'unité système de culture annuelle au CIRAD. Eric a pris ma suite. Donc c'est de concert qu'on a fait cette présentation. Donc dans l'ensemble introduit par Bernard, donc, il me revient de traiter de l'amélioration et la durabilité des systèmes de culture tropicaux et de faire un zoom sur l'agriculture de conservation comme une des méthodes étudiées pour une gestion appropriée de la ressource en eau. Alors quelques mots sur l'agriculture de conservation. Le concept n'est pas stabilisé. En France, on dit SCV, on parle aussi d'agroécologie. Enfin bref, la question, les dénominations et le contenu conceptuel fait débat à échelle internationale. Les points non négociables pour le label, entre guillemets, c'est la suppression du travail du sol, c'est la protection permanente du sol par une couverture vivante ou morte, couverture végétale, et la pratique des rotations culturelles. Donc le semis s'opère à travers la couverture végétale. Ici sur la photo, on voit une couverture particulièrement fournie. Dans l'exposé, on en verra qui sont beaucoup moins fournies, mais on verra qui sont non moins efficaces. Alors, dans les conditions tropicales, donc, la différence peut-être de ce que nous a présenté Philippe, donc on a un climat qui est beaucoup plus agressif, des températures élevées, des pluies très intenses. On a un fort turnover de la matière organique, on a en général des sols pauvres et fragiles, donc conséquence des 2 premiers points. Comme conséquence aussi, en agriculture conventionnelle, on a des problèmes de structure du sol, avec des problèmes de compaction. On a d'énormes problèmes de ruissellement et d'érosion, particulièrement de la couche superficielle, donc riche en matière organique. Des problèmes d'érosion hydrique donc, qui s'expriment à toutes les échelles, hein, celui de la parcelle, des micro-crevasses, jusqu'à des ravines qui éliminent complètement une couverture végétale et toute possibilité de cultiver. Des problèmes d'érosion éolienne aussi,
qui, rappelons-le, sont un peu à l'origine donc, des techniques de non-labour dans l'ouest des États-Unis, les fameux Dust Bowl, qui ont effrayé donc, tout le Midwest américain suite à le développement des tracteurs, de l'agriculture intensive. Bref, la mise en pratique des 3 principes que j'ai énoncés, donc ouverture du sol, rotation et long travail du sol, donc nous génère, alors dépendant des situations, si on a 2500 mm ou 400 mm, c'est pas la même chose, mais dans tous les cas, donc on a une gestion intégrée des ressources disponibles. On a différents, c'est pas toujours le cas, mais en général différentes espèces qui sont organisées donc, dans l'espace et dans le temps. Et on a un sol qui est donc protégé en permanence. Alors pour ce qui est des zones sèches, on va la présentation, je vais parler de zones sèches et puis après plus rapidement des zones humides. Donc les problèmes se cumulent, donc ruissellement et érosion, un front d'humectation qui limite le front racinaire, peu ou pas de drainage. Il s'agit de limiter les pertes, donc ruissellement plus érosion. De pratiquer des cycles courts, donc de jouer ou d'avoir des systèmes qui permettent de jouer sur les dates de semis. Et sachant qu'on a une biomasse globale qui est mise en jeu dans le système, qui est liée à l'évapotranspiration réelle, et qu'en général, cette quantité elle est limitée pour protéger le sol, et bien souvent dans la tête de l'agriculteur, il y a un choix à faire entre protéger son sol ou donner à manger cette biomasse à ses animaux. Pour cela, les méthodes qu'on met en place, on étudie les processus, qu'est-ce qui se passe au niveau physique, chimique, biologique dans ces systèmes. On a des études diachroniques, donc avec des essais de longue durée. On connaît tous la difficulté des essais de longue durée. C'est dur de continuer 5 ans, 10 ans après un protocole qui est devenu obsolète. Donc il y a des tentations opportunistes en cours de route qui fait que, ou des problèmes financiers qui fait qu'on les arrête. Donc finalement, on n'a pas beaucoup d'études de longue durée donc, à travailler. Des études synchroniques, donc l'étude, on regarde dans le rétroviseur ce qui s'est passé avant et on essaie de voir les effets de ce qui s'est passé. Ça pose d'autres types de problèmes méthodologiques, d'échantillonnage. Est-ce qu'on est vraiment sûr que les choses qu'on observe sont liées au traitement, etc. Et enfin, on a la modélisation donc, pour... voilà. Donc, c'est une combinaison donc, de cet ensemble de méthodes qui nous permet de raisonner et d'avancer sur les choix et l'optimisation. Alors, je cite quelques exemples sur le fonctionnement du paillis. Ici, bon, on reconnaîtra, mais on ne reconnaîtra pas donc, un paillis sur un sol. Derrière, il y a donc, des équations, il y a des gradients donc, de conduction de l'eau entre le sol et le paillis, à l'intérieur de l'eau. Tout ça peut se mettre en équation et on arrive à décrire donc, un fonctionnement et à l'intégrer sur des pas de temps significatifs donc, pour le cycle culturel. À d'autres niveaux, donc là on voit dans la première photo, je vous ai montré une grosse quantité de paillis, là il y en a très peu. Mais ce paillis qui est sur le sol, il provoque un effet barrage. On voit la tortuosité de l'eau. L'eau, évidemment, elle va plus vite à droite qu'à gauche. Donc, si elle met la tortuosité, si elle impose un circuit de l'eau qui l'oblige à s'infiltrer, au bout, on retrouvera logiquement moins de ruissellement. Tout ça peut se calculer donc, et se modéliser relativement, j'allais dire simplement. Non, c'est assez compliqué, mais on sait le faire. Sous un paillis, donc ça c'est plus les effets biologiques, donc il y a des thermiques qui creusent et qui modifient aussi les propriétés donc, de circulation de l'eau, à l'infiltration, etc. Que ce soit des termites ou à d'autres échelles d'organismes macro comme des larves. On comprend bien que tous ces processus physiques avec l'effet barrage et biologiques avec la macrofaune qui est derrière modifient l'équation simple du bilan hydrique telle que Philippe nous l'a présentée, et la présence ou non de résidus donc altère les flux d'évaporation, de transpiration et de ruissellement. Alors, donc quelques résultats expérimentaux. C'est une surprise qui était très importante pour nous, c'est que même avec des quantités très faibles de résidus, donc avec une tonne 5 donc par hectare, donc on a des effets très importants sur le ruissellement. 4 tonnes 5, c'est en gros la production de biomasse d'un maïs qui fait, si on a
autant de résidus que de grains, donc vous voyez que ça fait pas beaucoup, et pourtant ce pas beaucoup qu'on voit, donc il couvre peu le sol, ça a un effet énorme sur l'infiltration de l'eau. Cumulé donc ici deux résultats, 2 années différentes, donc une année où il a peu plu, 359 mm, une année où il a beaucoup plu. Donc ça, ce sont des données qui sont expérimentales. On voit que dans un cas, on peut perdre donc sur l'année 95, donc on arrive à perdre plus de 100 mm, donc avec des traitements qui ont 0 résidu, alors que même avec 1,5 tonne de résidus, c'est-à-dire à peu près rien, donc on diminue par 2 la quantité ruisselée. Quand il pleut plus, évidemment, la chute est moindre, mais elle est tout de même très significative dans le bilan électrique. Sur le processus, alors ça c'est l'étude fine donc d'événements pluvieux individuels, on voit que donc entre un sol nu et un sol couvert à 4,5 mm, d'une part donc on a des niveaux pour une même pluie, des niveaux de ruissellement donc qui sont moindres, nettement moindres avec des résidus, et que le déclenchement du seuil de ruissellement donc est décalé donc de quelques minutes, quelques heures, ce qui, intégré dans le cycle, donc, devient important. Donc, retard de ruissellement, retard des quantités. En termes de modélisation de ce phénomène, donc, on arrive à les prendre et à les généraliser en jouant donc, sur chaque événement pluvieux, donc, en décalant donc, le seuil de déclenchement du ruissellement, et en changeant donc la pente du rapport lame ruisselée versus lame précipitée, et donc ça s'intègre assez facilement donc, dans des modèles qui prendront en compte l'effet donc de cette technique culturelle. On a aussi des effets contre-intuitifs. Alors là, je vais parler un peu de l'évaporation du sol. Donc Philippe a repris ça dans son exposé, il n'a pas pris le ruissellement, mais il a pris l'évaporation. On montre assez simplement, notamment par modélisation, qu'en fait la quantité évaporée, finalement, ça ne change pas beaucoup qu'on soit en SCV, donc avec une couverture végétale ou pas. D'une part, parce que le mulch végétal lui-même, il intercepte de l'eau qui n'arrive pas jusqu'au sol et qui est réévaporée. Et d'autre part, dans l'eau qu'on économise dans les horizons superficiels, effectivement, elle évapore moins, mais ce qu'on fait à l'échelle d'un cycle agricole, c'est qu'en fait, on retarde le moment où elle sera évaporée, mais à l'échelle du cycle, elle sera évaporée quand même. Donc sur l'ensemble du bilan, finalement, c'est assez peu de choses l'évaporation, alors que le ruissellement est extrêmement important. Quelques mots donc, sur les zones humides, donc, pour lesquelles donc, les conditions ne sont pas les mêmes. Donc on a un macro problème d'érosion, on a un problème de frondumectation, donc où les racines courent après donc l'eau qu'elle peut capter. On a des cycles plus longs et une disponibilité générale de biomasse qui est plus grande. Donc et à ce moment-là, ça change ça multiplie les choix possibles donc, des agriculteurs pour la gestion de cette biomasse. Pour la gestion des excès, et ça c'est particulièrement vrai pour les zones très humides, drainer ou ruisseler, il faut choisir. Il y a des régions donc, du tropique humide dans lesquelles les agriculteurs préfèrent évacuer l'eau parce que de toute façon, si on ne l'évacue pas et si on la force à s'infiltrer, on crée des situations d'anoxie ou d'impossibilité de cultiver, de travailler le sol. Donc l'agriculture de conservation, les SCV, donc, offre une panoplie donc, de possibilités. Ici, donc, dans un climat donc, au Brésil, donc, avec 1500 mm, et la possibilité donc, de cultiver du mil, c'est-à-dire non pas de gérer des résidus de culture de l'année N-1, mais de créer une biomasse avec l'effet, avec l'ambition de protéger le sol. Donc, on a donc, en fin de saison sèche, un résidu d'eau qui permet de cultiver donc, une plante qui, en début de la saison des pluies prochaines, sera disponible pour protéger le sol contre les premières pluies. Alors, pour gérer tout ça, comprendre tout ça, on a utilisé donc, dans cet exemple le modèle Styx, mais on a utilisé aussi d'autres modèles. Donc, la question du calage et de la validation des modèles est tout à fait
essentiels. Ici, donc, on cale sur l'indice foliaire et on cale sur le stock d'eau dans le sol. Pour arriver dans la mesure où on ne peut pas mesurer donc, et où l'approche expérimentale dans des situations tellement variées que celles des climats tropicaux, donc la modélisation est un point de passage obligé si on veut raisonner, généraliser et dire des choses un petit peu génériques sur ces situations. Donc deux énormes efforts de calibration, donc prise de données, etc., donc, ont été effectués donc, autant en zone sèche qu'en zone humide, et que ça fait partie, je dirais, du capital social du CIRAD que de pouvoir après retraiter ces données donc, dans différents contextes de modélisation. Donc là aussi, des résultats donc, obtenus par simulation, là aussi, donc, qui permettent de calculer la partie évaporée, la partie versus la partie ruisselée ou la partie transpirée, donc, qui est le flux utile. De la même manière donc, sur le ruissellement, là un point qui est très important, c'est la quantité d'eau qui reste en fin de cycle et qui va permettre ou non de planter une culture qui va servir de couverture du sol et qui va traverser la saison sèche pour être disponible à la protection du sol, donc à la fin du cycle. Hein? Oui, pardon. Lab c'est labour et SCV c'est... voilà. Bon, des applications donc diverses et multiples. Bernard m'a dit de ne pas en passer à en parler. Donc j'ai enlevé ça donc, de ma présentation parce qu'on ferait le tour du monde un peu trop vite. Et il y aura d'occasion donc dans d'autres séances de le faire. Je voudrais terminer sur l'importance de la modélisation pour pouvoir explorer justement donc, des situations sur lesquelles on n'a pas les moyens expérimentaux qu'on a pu avoir en Afrique, au Brésil, au Mexique, donc pour bien comprendre et les processus et rassembler des jeux de données donc, qui sont intemporels et qui peuvent être retravaillés dans d'autres cadres. Pour le modèle STIX, donc, on a fortement collaboré avec les auteurs, spécialement pour travailler le module donc, apport de résidus, qui est intégré maintenant donc, dans le corps modèle donc, de STIX et qui permet donc en bénéficiant de toutes les autres fonctionnalités du modèle, donc de traiter spécifiquement de la question du système de culture. Bon, mais d'autres modèles, alors j'ai oublié Pastis, même si vous dire, c'est le modèle sur lequel j'ai fait ma thèse, donc j'aurais pu le mettre aussi, parce que lui aussi a eu droit donc, à son module pratique culturelle, donc le modèle pilote donc, qui est très utilisé par les gens de l'IRSTEA, et Cropsist qui est très utilisé aux États-Unis. Donc chacun donc, a ses options différentes de modélisation, donc des niveaux d'exigence différentes de paramètres. Donc là, un mot sur l'équation de Richards, qui dit équation de Richards dit conductivité hydraulique. Conductivité hydraulique, on sait que c'est un paramètre qui est extrêmement difficile à mesurer, et les modèles qui l'utilisent manquent de chance, très sensibles donc, à cette variable, donc il y a un problème. Mais il y a de plus en plus accès donc, à des bases de données climatiques donc, très consistantes, très vérifiées, très accessibles, et qui couplés à des générateurs de climat peuvent nous fournir, donc, si je prends Climwatt pour les FAO, il y a quand même 5000 stations, et autant c'était une vraie difficulté quand j'ai commencé ma carrière d'agronome il y a longtemps, voilà, autant maintenant, vraiment les données climatiques, je dirais que c'est quand même plus un problème. En tout cas, pas en recherche, mais quand on parle d'application et d'utilisation de modèles donc, dans d'autres contextes. Pareil, donc, sur les questions des sols, de plus en plus, on a accès à des bases de données sols qui sont fiables, je dirais à l'exception de la conductivité hydraulique, qui reste un paramètre difficile à accéder, ce qui donc limite le nombre et la qualité des modèles qu'on peut travailler pour traiter des questions qui nous intéressent. Donc, en conclusion, donc, les SCV donc, ont des effets donc, très significatifs sur la dynamique de l'eau, essentiellement sur le ruissellement et l'infiltration, plus que nous semble-t-il que sur l'évaporation. Il y a un rôle prépondérant, c'est des résidus de surface par leurs effets physiques et par leurs effets biologiques.
Donc, si on doit approfondir les recherches, c'est là-dessus qu'il faut travailler. On n'en a pas parlé, on a travaillé à l'échelle du mètre carré ou de la parcelle cultivée, mais il faut bien voir que c'est l'ensemble du cycle que l'on perturbe, entre guillemets, donc à développer ce type de pratique. Si on infiltre plus et si on ruisselle moins, c'est autant de moins qu'on retrouvera donc à l'aval du bassin, donc moins d'eau potable, etc. Il faut imaginer que dans des grands schémas d'aménagement, donc telle ou telle option de culture, de pratique culturelle à parcelle aura des effets sur le bilan d'ensemble, et que là comme ailleurs, donc le local et le global interfèrent. Et enfin, qu'on a de plus en plus de modèles disponibles au sens où on connaît leur domaine de validité, on connaît leurs propriétés, on connaît les conditions auxquelles on peut les utiliser. Et donc pour accéder aux paramètres et pour explorer des scénarios, pour économiser du temps et de l'argent pour la recherche. Là encore, j'ai commencé ma carrière en faisant des essais date de SMI et de les répéter année après année, parce que chaque fois le climat était différent, donc ce qu'on avait une année, c'était pas sûr que l'année d'après on aurait la même chose. Je crois que là, bon, on a quand même beaucoup progressé là-dessus, et que l'utilisation des modèles fait maintenant partie de la panoplie du chercheur, et que même sur des questions complexes avec des interactions multiples, comme c'est le cas des SCV, on a des outils qui permettent de tester des effets contradictoires ou convergents, et puis plus tard de définir peut-être des politiques ou des stratégies générales pour le développement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, même scénario tout à l'heure. S'il y a une ou deux questions pointues. Oui. Chonet. Oui, Émile Chonet. Je vous remercie de cet exposé. J'ai été moi-même impressionné et enthousiasmé par mes visites dans les cerrados du Brésil, par les gains de marge, ce n'est pas des gains de rendement, il y a des gains de marge brute qu'ils obtiennent avec le SCV. Chacun, beaucoup dans la salle connaissent ça. Ma question est simple, elle s'adresse à vous et s'adresse aux quelques agronomes éminents qui sont dans la salle. Peut-on espérer des gains très sensibles en agriculture française? On a peu de références de fermes qui fonctionnent complètement SCV en France, mais il m'a été dit par un dirigeant agricole que leur charge de mécanisation était divisée par 2. Alors, voilà, j'aimerais avoir quelques éléments de réponse à cette question. Section 1. Est-ce que vous avez des comparaisons de résultats pour une même expérience avec différents modèles? Est-ce que les différents modèles donnent des résultats similaires, proches de l'identique? Alors, la comparaison de modèles, ça fait partie c'est des choses classiques qu'on a. Alors, je vous propose que pendant que ma collègue va faire son exposé, je vais vérifier sur ma base biblio que j'ai quelques éléments de réponse pour la discussion de tout à l'heure. Bien. La question est complexe. Donc, on va passer la parole maintenant à l'orateur suivant. Donc bonjour, merci Bernard pour l'invitation. Je vais vous faire un petit topo aujourd'hui sur le rôle de la plasticité fonctionnelle dans l'adaptation au changement climatique dans le cadre des systèmes agroforestiers méditerranéens. La plupart des travaux que je vais présenter ont été menés par Christian Duprat, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, c'est pour ça que je fais la présentation, mais c'est surtout les travaux de Christian. Donc comme vous le savez, il y a une forte augmentation des rendements dans les pays industrialisés depuis les années 50, avec l'utilisation de variétés améliorées, l'utilisation de pesticides et d'engrais de synthèse. Mais on observe depuis la fin des années 90 une stagnation des rendements que vous pouvez voir ici sur le maïs, le blé tendre, l'orge ou le blé dur, malgré la poursuite du progrès génétique. Donc David Bresson et ses collègues ont étudié les causes de cette stagnation et ils ont pu identifier
D'une part, une réduction des doses d'azote apportées, une réduction de la part des légumineuses dans les rotations, mais ça explique une petite part de la stagnation et l'effet majoritaire a été attribué au changement climatique. En effet, les cultures vont être soumises de plus en plus à des sécheresses, à des périodes cruciales de leur cycle de croissance, en particulier au moment du remplissage du grain. Et quand on regarde les projections de rendement, enfin, en l'occurrence d'évolution du rendement en fonction de l'évolution du climat, donc là c'est une simulation qui est faite sous l'hypothèse A1B d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire on continue comme actuellement et c'est la situation la pire. On voit qu'on prédit des augmentations de rendement dans le nord de l'Europe et l'Europe centrale, mais le sud de l'Europe, donc Espagne, Italie, Grèce et le sud de la France, vont être pénalisés par le changement climatique avec des pertes de rendement allant de 5 à 25%. Les arbres ne seront pas épargnés. Ici, c'est une carte de l'aire de répartition de l'espèce forestière dominante. Et on voit entre la situation actuelle et la situation prédite pour 2070-2100 dans les mêmes hypothèses de changement climatique, une évolution avec un déplacement vers le nord des espèces forestières. La forêt en elle-même n'est pas menacée, il y aura toujours de la forêt. Par contre, vous pouvez remarquer que les essences actuelles, donc là c'est le chêne, le hêtre, sont remplacés par d'autres espèces, donc des chênes verts, qui ont une valeur économique bien moindre. Donc on a des pertes économiques importantes prévisibles pour les prochaines centaines d'années, les prochains siècles. Donc vous pouvez voir que le changement climatique menace la durabilité non seulement de l'agriculture, mais également de la sylviculture. Il y a un consensus dans la littérature écologique sur le fait que l'augmentation de la diversité biologique apporte une augmentation de la productivité et de la résilience des écosystèmes par des phénomènes de complémentarité et de facilitation pour la productivité et des phénomènes de compensation et de redondance et de facilitation pour la résilience. Ça paraît donc assez intéressant, a priori, d'associer dans une même culture, d'augmenter la diversité des espèces dans une même parcelle, par exemple en associant des arbres et des cultures. Évidemment, l'intérêt réel de l'association dépend de la balance entre les phénomènes de complémentarité, facilitation d'un côté et compétition de l'autre, parce que bien évidemment, dans un système, les trois phénomènes ont lieu en même temps et ont des poids différents selon la ressource considérée. Comme c'est très important pour la compréhension du fonctionnement des agrosystèmes, et en particulier des systèmes agroforestiers, je vais un petit peu détailler les différents mécanismes écologiques. Donc la complémentarité, c'est quand les deux cultures, les deux espèces utilisent des ressources différentes dans le temps ou l'espace. Donc en les associant, l'association utilise plus de ressources sur l'ensemble de son cycle. On a une facilitation lorsque la présence d'une culture permet à la deuxième culture ou la deuxième espèce d'avoir accès à plus de ressources que lorsqu'elle est toute seule. Et la compétition, c'est quand les deux espèces utilisent les mêmes ressources et donc ce qui est utilisé par l'une ne peut pas être utilisé par l'autre. Donc, comme je le disais, ces trois mécanismes ont toujours lieu en même temps et avec des effets différents selon les conditions et selon la ressource considérée. Et donc, on va regarder plus particulièrement le cas de la ressource en eau qui nous intéresse aujourd'hui dans le cas des systèmes agroforestiers. On a pu réaliser dans l'unité de Montpellier un certain nombre on a des dispositifs expérimentaux assez originaux avec des systèmes agroforestiers qui ont été plantés en 1995 et 1996 et qui ont donc maintenant presque 20 ans. Donc on parlait tout à l'heure de la difficulté d'avoir des expérimentations long terme. Là, c'est une expérimentation qui est assez unique en France. Et on a observé chez des noyers, donc là, tous les arbres ont été plantés en 1995 en système agroforestier et en système forestier dans une parcelle voisine. Donc les observations faites en 2002, les arbres avaient 8 ans. On observe qu'en système forestier, les racines se trouvent, presque 50% des racines se trouvent dans les 20 premiers centimètres du sol et qu'à 2 mètres de profondeur, on n'observe plus du tout de racines fines.
alors qu'en système agroforestier, le profil racinaire, c'est-à-dire la proportion de racines en fonction de la profondeur, est beaucoup plus homogène et on a 50% des racines qui sont en dessous d'1,40 m. Ces résultats ont été confirmés par des observations des racines de structure, mais d'un système racinaire entier qu'on a excavé à l'aide d'une pelle pneumatique, et également par des études faites grâce à des fosses. Donc là, c'était le creusement de la fosse, dans laquelle on a introduit des mini-résotrons, c'est-à-dire des tubes de PVC enfoncés à 45 degrés dans le sol, à différentes profondeurs et à différentes distances de la ligne d'arbre, et dans lesquels on peut introduire une caméra rotative qui permet d'observer où sont les racines et en répétant les mesures, d'observer la dynamique de croissance des racines à différentes profondeurs et à différentes distances de l'arbre. Donc toutes ces observations nous ont conduit à un schéma conceptuel du système racinaire qui est représenté ici, où on a en système agroforestier un système racinaire qui va très rapidement remplir l'ensemble de l'allée cultivée entre deux rangées d'arbres, avec un système racinaire profond et qui se trouve sous le niveau de la zone utilisée par les cultures, alors qu'en système forestier, on a un système racinaire beaucoup plus compact, principalement proche des arbres et en surface. Pour essayer de comprendre les causes de ces différences d'enracinement, on a utilisé un modèle qui est le modèle iSafe, qui combine en fait pour un modèle de culture, en l'occurrence STIX, dont on a déjà entendu pas mal parler aujourd'hui, et un modèle de croissance de l'arbre. On peut, avec ce modèle, tester différentes hypothèses de fonctionnement du système. Et là, on a comparé une croissance aveugle des racines, où les racines poussent sans direction particulière, avec une croissance opportuniste plus importante dans les zones humides, qui peut représenter un mécanisme assez simple qu'une racine qui est active, qui est en train de pomper de l'eau et des nutriments, va être un puits de carbone, et donc le carbone alloué va permettre sa croissance. Les simulations montrent, dans le cas d'une croissance aveugle, un développement racinaire qui se fait de façon isotrope en 3 dimensions, en demi-cercle en fait, hein, elles ne poussent pas vers le haut les racines, alors que et donc ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on observe, alors qu'avec un simple mécanisme de croissance opportuniste, on reproduit bien les systèmes racinaires observés, avec une croissance tout d'abord en profondeur sous l'arbre, puis le long de la ligne d'arbre, là où il n'y a pas de culture, et enfin sur toute la surface, mais sous le niveau des cultures. Donc en fait, on voit que c'est tout simplement les prélèvements d'eau faits par les cultures qui vont pousser l'arbre à aller plus en profondeur, parce que la culture d'hiver se développe au moment où l'arbre ne pousse pas, et quand l'arbre débourre, les horizons superficiels sont asséchés par les cultures et l'arbre est obligé d'aller chercher son eau en profondeur. Donc on voit que, assez paradoxalement, c'est un mécanisme de compétition qui permet ensuite d'avoir accès à un mécanisme de facilitation et de complémentarité. Complémentarité parce qu'il y a une division, une ségrégation horizontale, verticale des racines, et donc exploitation de ressources différentes, et facilitation parce que les arbres ont ainsi accès à une nappe, s'il y a une nappe en profondeur. Et c'est effectivement ce qu'on a observé à Restinck-Lière. Donc ça, ce sont des résultats d'observation où on voit la hauteur, le diamètre et le volume au cours du temps pour système agroforestier en noir et le système forestier en rouge. Et on voit que dès les premières années, on a une croissance en hauteur plus importante pour les arbres agroforestiers. Au bout de la 12e année, c'est principalement l'accroissement en diamètre qui est plus important en système agroforestier. Et comme le volume est proportionnel au carré du diamètre, on a un accroissement assez notable et intéressant du volume en système agroforestier par rapport aux témoins forestiers. Et en bas, là, ce sont les valeurs brutes, et en bas, ce sont les accroissements annuels. Donc on a bien des mécanismes de facilitation intéressants. Qu'en est-il des cultures? Bien sûr, il y a une compétition. L'arbre gagne la compétition pour la lumière puisqu'il est au-dessus. Mais cette compétition n'est pas du tout constante au cours du cycle de la culture, parce que les arbres perdent leurs feuilles en hiver, quand ce sont des espèces à feuilles caduques. Et donc vous voyez qu'en hiver, le masque de la voûte céleste par l'arbre est très réduit, et donc les cultures d'hiver ne sont pas pénalisées par la compétition pour la lumière pendant une majeure partie de leur cycle. Évidemment, cet effet dépend des décalages phénologiques entre l'arbre et la culture,
ici, ce sont des simulations où on a simulé une culture de blé précoce et une culture de blé tardif. En culture pure, donc c'est en noir, en culture en agroforesterie avec des arbres à débourrement tardif et en agroforesterie avec des arbres à débourrement précoce. Et on voit que en combinant un blé précoce avec un arbre à débourrement tardif, on garde des rendements de la culture qui sont tout à fait satisfaisants pendant toute la période de croissance de l'arbre, alors que si on met des variétés précoces, on a une décroissance très rapide du rendement au fur et à mesure que la canopée des arbres se referme. Mais ce n'est pas le seul effet que les arbres ont sur les cultures. Par l'ombre diurne et le masque nocturne, l'arbre tempère le microclimat, donc il réduit les amplitudes thermiques entre le jour et la nuit, il retarde le réchauffement au printemps et il retarde le refroidissement en automne, et surtout il diminue l'évaporation du sol en diminuant la température du sol et la vitesse du vent, et il diminue l'évapotranspiration potentielle de la culture qui est liée à la photosynthèse. Et ça, surtout aux périodes critiques que sont la période de remplissage du grain. Donc pendant ces périodes-là, l'arbre protège la culture d'excès climatiques. En plus, ils ont le bon goût de produire une ombre très très agréable pour les chercheurs, les visiteurs et les agriculteurs qui travaillent en agroforesterie. On sent vraiment la différence entre les deux quand on fait les visites, entre la partie témoin agricole où on crève de chaud et la partie agroforestière qui est très agréable. Donc, en conclusion, quand on regarde le bilan hydrique de l'association arbre plus culture sur l'ensemble du cycle de l'arbre, donc sur les 40 ans ici, on voit qu'on a à la fois des phénomènes de facilitation avec accès à l'apport par la nappe, lorsque la nappe est présente, qu'il n'y a pas dans le témoin agricole et qui est plus importante en agroforesterie qu'en foresterie, puisque les arbres vont atteindre plus rapidement au cours de leur croissance cette nappe grâce à la compétition par les cultures, pour l'eau. Et on a également des phénomènes de complémentarité avec une réduction de ce qui était avant perdu, de toute l'eau qui n'était pas utilisée pour des fins productives. Donc une réduction de l'évaporation du sol entre le témoin agricole et l'agroforesterie, et une réduction de la transpiration du sous-bois qui n'est pas productif en forêt comparé à l'agroforesterie. Donc au final, on a une intensification de 1,55 concernant l'eau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir produire la même chose en utilisant un tiers de moins d'eau en agroforesterie que si on séparait les deux cultures. Évidemment, si ces résultats, c'est des simulations qui viennent, qui ont été faites avec le climat limite de ces résultats, parce qu'en fait, les résultats vont fortement dépendre du climat. On a vu que dans les années avec des sécheresses printanières, les cultures étaient protégées par les arbres, que dans les années à forte contrainte hydrique estivale, les arbres agroforestiers sont avantagés. Ça, on l'a observé en 2003, par exemple, à Vézénobre, où les peupliers de la modalité forêt étaient complètement défeuillés, alors que les peupliers en agroforesterie avaient gardé leurs feuilles. Par contre, dans les années qui pour l'instant sont atypiques, où on a une forte pluviométrie estivale, l'enracinement profond des arbres est un handicap, puisqu'à ce moment-là, il n'y a plus de culture pour pouvoir bénéficier de l'eau, et cette eau qui arrive en surface est rapidement évaporée, puisque c'est l'été, et que les racines des arbres en profondeur ne peuvent pas y avoir accès. Et encore plus rare, mais plus problématique, dans les années à fort déficit pluviométrique hivernal, où il n'y a pas recharge en profondeur des horizons recharge en eau des horizons profonds du sol, il y a carrément un risque de dépérissement des arbres qui est irréversible. Une fois que les arbres sont morts, ils sont morts. Donc pour pouvoir étudier la question de la résilience des systèmes agroforestiers face au changement climatique, il faut avoir une approche probabiliste où on va pouvoir comme ça comparer les effets bénéfiques et négatifs de l'agroforesterie en fonction de la fréquence d'occurrence des différents scénarios, différents types d'années climatiques, pour pouvoir voir si l'agroforesterie est une solution. C'est ce que je vais faire, une des questions que je vais aborder dans mon programme de recherche, donc je vous donne rendez-vous dans quelques années pour vous dire si l'agroforesterie est la solution. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, madame. Alors,
maintenant, ah oui, à moins qu'il y ait une ou deux questions pointues, oui, là-bas. Merci. André Charrier. Donc c'est une demande de précision. Les expérimentations sont faites sur quel type de sol, donc nature des sols et profondeur des sols qui sont en question. Et alors, indirectement, dans la modélisation, vous travaillez sur une modélisation d'enracinement sur un sol de type homogène. Alors, non. Comment on prend en compte justement les variations de structure et de profondeur? Alors, les expérimentations ont été menées, donc celle que j'ai montrée, c'est 2 expérimentations. Une à Restinclière, qui est dans un sol, alors je ne me souviens plus du type de sol, parce que je suis encore pas très habituée à cette expérimentation. Mais par contre, le sol est profond et la nappe... Pardon ? Oui. Avec un sol qui va jusqu'à 5 mètres. Donc voilà, ce sont des sols profonds avec une nappe. Donc c'est les conditions qui sont les plus favorables à l'agroforesterie. Et l'autre expérimentation, c'est Vézénobre. Et là, je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer. Et par contre, pour la modélisation, le sol n'est pas homogène. Le modèle travaille en couches. Donc les mêmes couches que Styx. Donc on peut avoir des caractéristiques du sol qui sont spécifiques de chaque couche. Et on est même encore plus précis parce qu'on a des mini-couches on subdivise les couches de Styx en encore plus petites couches pour représenter la croissance des racines. Donc pour la modélisation, c'est pas homogène et en vrai, je ne pourrais pas vous dire les caractéristiques exactes. Daniel Tessier, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur la fertilisation dans les 2 cas, système agroforestier et système forestier? Alors, en système agroforestier, la fertilisation, c'est la fertilisation habituelle des agriculteurs du coin. En fait, le système est géré par des agriculteurs qui gèrent ça de la même façon qu'ils gèrent le reste de leur exploitation. Et en système forestier, on s'est dit justement que cette croissance accrue des arbres était peut-être due, en agroforesterie, était peut-être due à cette fertilisation. Donc l'expérimentation a été coupée en 2 avec un bout qui a été fertilisé et un bout qui n'a pas été fertilisé comme ce qui se fait normalement en forêt, et on observe assez peu de différence. Il y a évidemment une croissance des arbres un peu supérieure quand on est dans la partie qui a été fertilisée, mais ces écarts énormes qu'on voit ne sont pas expliqués par la fertilisation. S'il n'y a pas d'autres questions pointues, peut-être Bernard pourrait nous introduire rapidement la discussion générale. Moi j'interviendrai après dans les conclusions. Là on va avoir un débat qui je l'espère sera sur l'ensemble des exposés, qui ont d'ailleurs des liens, on pourra en discuter, parce que par exemple lorsqu'on parle de ski pro, et lorsqu'on parle d'agroforesterie, il y a un certain nombre de parentés. On verra également des parentés entre ce qu'a pu raconter Philippe Debac sur des situations un petit peu plus sèches et ce que nous a raconté également Marie sur des questions d'agroforesterie, ainsi que Florence sur des questions d'agriculture de conservation. Mais donc dans l'instant, moi il me semble on a frustré notre collègue d'une question de débat qu'on va reprendre immédiatement. Alors, Émile Chenet. Oui, repose la question rapidement. Les SCV ou l'agriculture de conservation interrogent beaucoup nos agriculteurs en ce moment, sincèrement. Parce que les quelques références qu'ils ont sur la diminution des charges, sachant que de passer d'un système classique à un système SCV est très compliqué et long. Ça demande 4-5 ans d'adaptation et tout le système de culture, tout le train de culture doit être changé. Alors la question que tout le monde se pose, est-ce qu'on peut espérer des gains très substantiels tels que les militants actuels les citent, notamment la diminution de la moitié des charges de mécanisation, puisque maintenant, j'ai vu notamment de l'Ogoyas, une ferme qui venait de se transformer de système classique en système SCV, et il conservait les tracteurs de 400 chevaux comme un musée, il y en avait 2, et il mettait toute la batterie de tracteurs de 100 chevaux et moins, et qui étaient transformés un pour un,
Et c'était la démonstration flagrante de la diminution de leur charge de culture. Alors, est-ce qu'on peut espérer ça? Je peux dire quelques mots sur les conditions tropicales, mais vraiment sur les conditions françaises. Je suis très démuni. J'ai été voir Michel Griffon tout à l'heure, savoir s'il pourrait me sortir de ce mauvais pas, de même que Philippe. Dans les conditions tropicales, il est clair que les SCV, alors pour des raisons mécanisation que vous citez, et surtout, je dirais, ou au moins autant pour des questions environnementales, donc érosion et la panoplie aussi de solutions, de perspectives techniques qu'offre, donc avec une utilisation astucieuse, intelligente de la biomasse, je parle de l'agroécologie, etc., il est évident que là le boulevard est immense et que là où les conditions techniques sont réunies et sociales sont réunies, les SCV se développent encore, je crois qu'on est encore dans la phase exponentielle donc, de conquête de ces techniques. À décharge, en Afrique, on est extrêmement... ça avance absolument pas. La raison principale, c'est la concurrence pour la biomasse, donc entre l'élevage et la protection des sols. Et l'agriculteur a un choix stratégique à faire qui est difficile, qui s'il n'est pas accompagné naturellement, il va utiliser sa biomasse pour élever des animaux plutôt que pour protéger son sol, même si, parce que sa visibilité en termes de durabilité est réduite. Sur les conditions françaises, j'avoue que je ne maîtrise absolument pas les conditions, le cadre ni social ni économique qui... Bon, voilà, merci. Voilà, ça y est. Oui, je vais intervenir pour vous faire une non-réponse, mais un rebond sur votre question. C'est-à-dire que la question de l'agriculture de conservation, c'est une question complexe qui induit un certain nombre d'éléments dont il me semble avoir entendu ici des exposés sur les problèmes de malherbologie qui pouvaient être posés dans des situations de non-travail du sol, etc. C'est une question globale dont il faut que des agronomes, qui sont des ingénieurs qui voient différentes facettes de problèmes, s'emparent de façon globale à l'échelle de ce territoire, dès lors qu'on a fait certains types de démonstrations. Et je pense que c'était l'objectif qui était ici de faire des démonstrations. Notamment, si vous avez suivi l'exposé de Florent Marot, vous avez pu noter dans une comparaison qu'il fait sur l'influence du non-labour sans résidus, mais du labour et du non-labour avec résidus, que l'effet majeur n'était pas lié au non-labour. C'est-à-dire qu'on nous vend l'agriculture de conservation comme un ensemble qui lie forcément non-labour et résidus. Ici, dans le résultat qui est présenté, il y a une décomposition de ces deux choses-là. Il appartient donc à l'écophysiologiste ou à l'agronome, lorsqu'on ne parle pas de l'ingénieur, disons multifacette, mais qui essaie de fouiller un point particulier, de faire la lumière sur ce point particulier. Sauf si Florent Marot me contredisait, à ce stade, je dirais que ce qui est important, c'est le résidu. Le non-labour est ensuite vendu dans l'ensemble, mais pour le phénomène dont on parle aujourd'hui, il n'a pas d'influence majeure. Et donc après, votre question, eh bien, elle englobe des aspects économiques qui n'ont pas été vus dans ce qu'on a à traiter aujourd'hui, mais il me paraissait important de faire la lumière sur ça. Bon. Et puis, il y avait une question sur la validation des modèles tout à l'heure. Qui est-ce qui peut répondre là-dessus ? Puisque nous avions été laissés... Si tant est que la question m'était adressée, mais je crois que c'était sur la question de comparaison de modèles. Alors oui, bon, j'ai eu le temps de vérifier entre-temps que... D'ailleurs, Eric Scopel, mon co-auteur, en fait une question de principe, et donc il y a différents papiers donc, de lui-même et de collègues donc, sur la comparaison de modèles, donc, sachant que... Il y a des choix de famille de modèles qui sont à faire en fonction des conditions de paramétrage et en fonction des questions posées. J'ai regardé, on parle de modèles ascendants ou co-construits, donc les modèles avec en fonction de la question, et de modèles qui sont plus descendants, dans lesquels on fait le tri dans
dans les objectifs. Enfin, je crois que ça fait partie du quotidien du chercheur que de se poser la question critique des outils. Les modèles sont des simplifications, donc jusqu'à quel point ces simplifications sont légitimes et les comparer me semble, enfin, fait partie du business. Un complément sur cette question. Dans les modèles type STIX, puisque dans les 3 exposés qu'on a eu l'occasion d'entendre, on nous a parlé de STIX, donc des plateformes de modélisation qui sont pluricultures avec des modules adaptés à chacune de leurs cultures. Globalement, et sauf sous le contrôle de chacun d'eux, puisque chacun d'eux a utilisé cela, ce qui est assez bien représenté, ce sont les métabolismes primaires. Ce qui ne l'est pas encore, et pas du tout même, ce sont les métabolismes secondaires. Toutes les questions de qualité, par exemple, sur le vin, etc., c'est quand même beaucoup plus complexe. Puis ce qui est aussi complexe, c'est lorsqu'on n'a pas affaire à un binôme, mais à un trinôme, lorsqu'on a affaire au complexe climat, hôte, pathogène. Donc la question des maladies est en retard. Donc l'ensemble des modules qui sont contenus dans un modèle ne sont pas au même état d'avancement. Il y a ceux qui sont bien corroborés par les expérimentations de terrain, et puis il y a ceux qui sont encore à un stade probatoire. Voilà. Donc là, ce qui est relatif à l'eau, généralement ça ne marche pas trop mal, et vous avez pu voir des courbes de présentation, de comparaison de points expérimentaux avec des courbes d'évolution dans le temps qu'a présenté notamment Florent, qui donnait une assez bonne représentation de la réalité. Pour l'eau, c'est pas si mauvais. Vous vous présentez. Daniel Tessier, c'est bon, ça marche, oui. Non, ça ne marche pas. Oui, ça marche. Daniel Tessier, bon, tout ce qui vient d'être dit m'intéresse beaucoup, mais au fond, pour changer un peu de façon de voir les choses, je vais faire un descriptif de ce qui s'est passé dans ma région natale. Alors, dans les années 60, on a drainé les sols. Et puis, en Eure-et-Loir, il y a à peu près 80% des sols qui sont drainés. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a produit beaucoup plus parce qu'en fait, on avait des sols qui se ressuyaient et puis on a eu de la pénétration racinaire en profondeur et on a vu exploser les rendements avec la fertilisation et tout ça. Bon. Et puis maintenant, ce qui s'est passé aussi par la suite, c'est qu'on a labouré les prairies. On avait des stocks de matière organique importants. Aujourd'hui, on est à 1 ou 2% maximum, et puis on a des engins lourds. Alors la question que je me pose est la suivante. Est-ce que dans tout ce qu'on dit à propos en particulier du plafonnement des rendements, il n'y a pas un problème important qui est le changement des propriétés des milieux? Et au fond, la question que je pose aujourd'hui est la suivante. Comment pourrait-on peut-être, je dirais, mieux gérer les sols, compte tenu de ce qui vient d'être dit, en ayant en perspective ce changement des caractéristiques des milieux. Il n'y a pas longtemps, j'ai visité la ferme de notre confrère Monnier. Depuis 1935, il cultive du blé. Et on ne peut pas dire que dans l'ouest de la Beauce, là, il y a des changements tout à fait importants de climat, je dirais dans les années normales. Eh bien, il y a une baisse de rendement de l'ordre de 20%. Alors, comment expliquer ça? Alors, bon, Bernard Itier nous a donné un certain nombre d'idées, mais je pense que c'est le problème dans son entier, compte tenu de ce qu'est le sol aujourd'hui, qu'il faudrait arriver à prendre en compte, vous voyez, voilà, à mieux caractériser. C'est Marie Gomme qui a donné en première diapositive une étude conduite par Nadine Brisson et un certain nombre de collègues sur l'évolution des rendements. Ça n'est pas moi, mais je pense que c'est tellement plurifactoriel que je pense que Philippe, tu veux dire quelque chose? C'est peut-être aussi le travail de la section 5 de proposer quelque chose dans cette direction, Daniel. Je crois que
Je pense que chacun a son hypothèse effectivement sur cette évolution des rendements. Et donc ce qui a été montré justement, et faisait allusion à une étude qui a été menée, a eu pour objectif effectivement d'analyser toutes ces causes finalement. Et c'est là qu'on voit un peu la vertu intéressante d'avoir des modèles finalement, parce que ça permet de tester une hypothèse. Bon, ça ne prouve pas forcément, mais ça corrobore beaucoup d'éléments qui peuvent être introduits. Vous disiez le climat n'a pas beaucoup changé quand même quand on regarde l'augmentation des températures depuis 25 ans dans la région de Grignon par exemple. On voit des augmentations de température importantes, et puis je me souviens que Philippe Gatt d'Herbalis parle souvent effectivement de l'augmentation des événements d'échaudage qui sont beaucoup plus importants maintenant dans toutes ces régions, même du nord du bassin parisien, etc. Donc ces événements ont vraiment changé, quoi, en fait. Les deux. C'est effectivement de hiérarchiser un peu la part de chaque. Et votre hypothèse, par exemple, qui pourrait être, je ne sais pas, liée à la compaction, a des conséquences effectivement sur le développement des systèmes racinaires. Bon, dans un modèle, par exemple, de ce type, ou d'autres modèles, y injecter en particulier les modifications liées au système racinaire et voir si ça suffit à expliquer les deltas. Vous voyez, c'est cette vertu un petit peu d'apprentissage finalement qu'on peut avoir avec les modèles, et puis d'essayer petit à petit de retenir ou pas telle ou telle hypothèse, quoi. Alors, moi, Katia Laval, j'aurais voulu revenir aussi sur ce point. Donc, ce n'est vraiment pas le sujet essentiel de la troisième intervenante qui nous a montré des tas de choses intéressantes. Mais c'est vrai que le premier et le deuxième transparent parlaient de changement climatique et d'effets sur les rendements. Alors, quand vous avez montré, madame, les effets sur le rendement pour le climat futur en 2100, où il y a vraiment des effets que prévoient ces modèles sur le régime pluviométrique, je vois très bien de quoi il s'agit. Par contre, moi aussi, j'avoue que j'ai été un petit peu gênée quand vous avez attribué le changement des rendements de ces dernières dizaines d'années à un changement climatique. Parce que, sans aucun doute, la température a augmenté, de typiquement 1 degré sur la France, mais je n'ai pas vu, en tout cas dans les études que j'ai vues autour de moi, de changement, je dirais, de tendance nette de variation de pluviométrie. Et donc j'ai été surprise de voir qu'on attribuait ce maximum de rendement. Bon, c'est peu de choses dans votre exposé, parce que vous nous avez montré plein de choses plus concrètes. Mais pour cette chose-là, je me suis vraiment interrogée sur la façon dont on avait pu donner cette cause de façon, je dirais, avec une certaine assurance. Voilà, même si c'est pas certain. C'est juste une publication, donc évidemment, c'est toujours, comme toutes les publications scientifiques, sujet à débat, c'est quelque chose qui a permis de lancer le débat. C'est des publications qui sont basées sur l'utilisation de modèles, donc on peut aussi dire que les modèles ne sont pas bons, ils ne prennent pas en compte tout ce qu'il faudrait, etc. Mais voilà, selon cette étude, la part, il y a d'autres effets, c'est toujours multifactoriel, mais il y a une part très importante qui est due au changement climatique, qui est attribuée en tout cas à ça. Oui. Bernard Solier, section 5. Oui. Je peux me lever si vous préférez, oui. J'avais une remarque et puis deux questions. La remarque, c'était sur les systèmes... C'était Émile Chaunet qui avait posé la question tout à l'heure, je ne vois plus, mais... oui, c'était... bon, il y a des systèmes... moi, j'avais visité une ferme en Bretagne où il m'avait expliqué que s'ils étaient passés à des systèmes, disons, sans labour, c'était parce qu'ils voulaient gagner des heures de travail sur leur personnel. C'était ça qui était la raison principale de leur transition.
et puis qui finalement ils s'en étaient trouvés assez bien parce qu'ils avaient trouvé que en mettant un peu de paillis sur leur sol, etc., ils avaient augmenté progressivement la matière organique et ils avaient augmenté le nombre de jours de travail où ils pouvaient faire rentrer les tracteurs dans les champs. Et donc finalement, ils en étaient assez bien trouvés. Et puis, ils n'étaient absolument pas seuls de sa catégorie. Ils ont tout un groupement qui s'appelle BASE dans l'Ouest, là-bas. Et je pense que si on veut des renseignements pratiques, il faudrait demander à ces gens-là plutôt que directement à des scientifiques qui vont parler des modèles, mais pas forcément de leur expérience directe. Voilà. Ça, c'est une remarque. Et les deux questions que je voulais poser, c'était à Florent Marot. Il y en avait une sur... il nous a montré, c'était tout à fait intéressant, qu'avec peu finalement de résidus organiques sur un sol, il suffisait d'1,5 tonne par hectare, on avait des effets significatifs sur infiltration et diminution de ruissellement. Et bon, je suis tout prêt à le croire. Les modèles, est-ce qu'ils donnent bien la même chose? Je veux dire, est-ce qu'ils indiquent aussi qu'avec il y a un effet important là-dessus? Est-ce qu'on sait le modéliser, ça? Et puis la deuxième question, c'était que le paillis, ça sert aussi à la protection contre les mauvaises herbes. Alors là, peut-être que les doses sont plus importantes. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut commenter là-dessus? Alors, sur le premier point, donc, alors je confirme absolument que les modèles disaient la même chose. Alors, il faut différencier les modèles empiriques. Alors, ils disent, par construction, ils disent la même chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une courbe que j'ai montrée où il y a un seuil et une pente, parce que le seuil et la pente, ils sont construits sur les résultats expérimentaux. Donc ça, ils n'ont pas de mérite à dire la même chose que l'expérience. Ceci dit, on l'a testé dans différentes conditions. On va même un petit peu plus loin parce que on caractérise la dégradation dans le temps du résidu, qui n'est pas éternel, ça dépend de son C sur N, ça dépend de l'humidité, etc. Et donc le résidu il reste présent, spécialement dans les environnements secs, pendant un temps qui est vraiment pris en compte par le modèle, donc pour arriver à intégrer, pour prendre en compte sa décomposition. Au bout d'un mois et demi, il n'y a plus de résidus, mais c'est pas grave parce que la culture a pris le relais, donc à ce moment-là, c'est la présence de la culture. Alors là où c'est devenu intéressant, c'est notamment Antoine Fanling qui a fait une thèse là-dessus, c'est lui qui a modélisé précisément la physique du résidu, la physique de la tortuosité et la physique donc de l'infiltration, et là ça colle bien, parce qu'il a parié des jeux de données donc, avec, dans lequel donc, l'approche physique et l'approche empirique statistique fait à partir des parcelles de Ishmael, ça marchera bien. C'est même plus, on l'a enrichi avec donc, je dis, la dégradation du pays dans le temps. La deuxième question, c'était sur... Ah oui, les mauvaises herbes, oui, non, absolument, les mauvaises herbes, donc là il y a d'autres, mais c'est d'autres approches. Alors il y a une multicritère sur le SCV, dont les mauvaises herbes, et il est clair que même à 4,5 tonnes de résidus, l'effet sur les mauvaises herbes est absolument nul. Par contre, à partir de taux de couverture du sol de 80% ou choses comme ça, donc là il y a et qu'on est loin d'atteindre avec 4,5 tonnes de résidus, avec 4,5 tonnes de résidus, on couvre à peu près 30% du sol. Donc ça, c'est zéro sur l'effet mauvaise herbe. Mais à 10 tonnes, on couvre 80% du sol. Donc je crois qu'on a calé des courbes là qui... Et là, l'effet sur mauvaise herbe est tout à fait à prendre en compte et intégré, mais dans d'autres familles de modèles. Là, on parlait d'eau là aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pas... Oui, André Neveu. Merci. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, dans les grandes plaines sèches, on a un plafond de rendement pour les céréales, pour le blé notamment, qui se situe autour de 40 ou 45 quintaux. Est-ce que dans par la partie centrale de la France, enfin disons on parlait de la Beauce tout à l'heure, est-ce qu'on a ce même plafond sur lequel on bute, qui est évidemment à un niveau plus élevé, qui est de 70-75 quintaux, peut-être un peu plus? Et comment peut-on lever ça? Comment peut-on dépasser ce plafond s'il existe? Bon, bien sûr, il y a l'irrigation
irrigation, mais est-ce qu'il y a d'autres techniques pour pouvoir dépasser ce maximum sur lesquels il semble que l'on bute depuis 15 ou 20 ans? Alors, je ne suis pas sûr de... J'ai pas vu la personne qui a posé la question. Est-ce que la question est fondamentalement différente de celle qu'on a posée sur le plafonnement des rendements tout à l'heure, là, en fait, 70, 75 cathos? C'était une autre question? C'est la même chose, oui. Alors, est-ce qu'on peut la dépasser? Effectivement, je ne sais pas quel type de milieu vous faites allusion. Il y a toute une zone du centre de la France, dont on parlait de petites terres à cailloux, etc., finalement, qui ont un potentiel de rendement qu'on pourra difficilement, forcément, profondeur de sol, etc. En fait, il y aurait tout un débat, mais il faudrait préparer une réunion là-dessus. C'est toute la question, finalement, du minerai essentiel qui est le rayonnement intercepté et de son lien avec la tardivité, laquelle tardivité a été recherchée par exemple dans les cultures de printemps sur le maïs, pour faire en sorte qu'on intercepte davantage de rayonnement. Et c'est ce qui fait la différence probablement entre les rendements qu'on peut avoir lorsqu'on n'a pas de problème hydrique, ce qui va être le gros souci, en zone méridionale par rapport à zone septentrionale. Mais c'est aussi un problème, parce que demain, il va falloir avoir l'eau pour arriver à assurer cette tardivité. Moi, j'avais inauguré un petit topo que je faisais à des généticiens à Montpellier, dont certains sont dans la section 1 ici, sur la génétique du maïs. Ils avaient invité un pauvre agronome à leur dire quelques mots. Le titre de mon topo, c'était Carib ou Scylla. Alors ça dit rien à nos jeunes, parce qu'ils n'ont pas la culture romaine qu'on a. Mais bon, c'est bien, avant que les navigateurs romains avaient le choix entre se casser la figure sur le rocher qui s'appelait Carib, ou pour l'éviter, aller sur Scylla. Donc c'était obtenir par génétique des variétés plus tardives pour augmenter le rendement en profitant du gisement solaire et du temps qu'on va avoir pour le réaliser parce qu'il va faire plus chaud. Oui, mais avoir l'eau pour arriver à l'assurer, et si on n'a pas l'eau, c'est la catastrophe. Donc ça, c'est vraiment... bon, ça pourrait faire l'objet d'une réunion. Oui, il y a... Oui. Michel Griffon. Merci. C'est une question purement technique à propos des modèles de simulation et du changement climatique. Il semblerait quand même sur la situation française que le changement climatique se traduise par on pourrait dire une exacerbation du climat, c'est-à-dire de plus fortes températures en général, mais particulièrement l'été, et des épisodes humides avec des excédents d'eau importants absorbés par les sols. Mais aussi des longueurs de phases climatiques plus importantes, c'est-à-dire des longueurs de sécheresse plus importantes, des longueurs d'épisodes atlantiques plus importantes. Finalement, les 2 dernières années climatiques ont été assez expressives de cette exacerbation et de ces durées plus longues, puisqu'on a eu un été pluvieux, un été sec, un automne pluvieux, un automne sec avec des alternances. Ce qui induit des inquiétudes sur le calage des cycles végétatifs. On a vu par exemple il y a 2 ans du maïs en Île-de-France avec des déficits hydriques importants dans la première phase végétative, et puis beaucoup d'eau en automne lorsque l'essentiel de la croissance était faite. Et ça, j'ai vu des champs de maïs avec des maïs bloqués à 40-50 cm et d'autres qui avaient redémarré. Donc des réactions des plantes comme s'il y avait des mécanismes génétiques de stop and go qui marchent dans certains cas et qui ne marchent pas dans d'autres. Donc tout ça est fort intéressant, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que
les modèles permettent, et a-t-on fait des expériences pour porter aux extrêmes, à certaines extrêmes climatiques, l'expérimentation in silico? Monsieur Griffon, votre question en fait amène à poser le problème de la philosophie, pas que la vôtre d'ailleurs, de la philosophie face au modèle. Parce que finalement le modèle, moi j'avais l'habitude de dire que le modèle c'est une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y a amené en fait. On ne l'a pas descendu du Sinaï. En fait, les modèles ça a été construit progressivement à partir de l'expérimentation. Et c'est pour ça que ça a quand même un lien avec cette expérimentation. Et les modèles qui n'ont pas été soit issus de l'expérimentation ou qui n'ont pas été testés au champ n'ont pas de valeur. Alors pour pouvoir avancer dans la modélisation, il faut avoir les éléments de base sur les processus pour qu'on puisse avoir des modules qui sont appropriés. Alors je ne vais pas prendre votre exemple, mais je vais en prendre un autre qui avait été traité dans le projet Climator que conduisait Nadine Brisson et auquel je participais, où on s'était interrogé notamment pour les questions de développement qui sont très liées à la température, sur la validité des représentations en termes de somme de température, dès lors qu'avec l'augmentation de température prévue par les changements climatiques, on commençait à s'approcher des zones où c'était plus linéaire, c'est-à-dire des zones où on avait une sorte de courbe avec un maximum relatif au développement. Et donc il y a des comparaisons qui ont été faites sur quelques cas, parce que sinon en termes de simulation c'est très lourd, pour arriver à estimer que finalement en utilisant la relation linéaire, on ne provoquait pas de biais conséquences, c'est-à-dire c'était de l'ordre du % par rapport à une utilisation de la courbe réelle qui nous aurait coûté beaucoup plus cher en termes de temps de calcul. Mais ça a été fait là parce que on était en dehors des limites de notre épure classique de comparaison avec les températures qu'on a généralement, mais on connaissait la courbe de réponse parce qu'elle avait été établie dans des conditions de température qui permettaient de la connaître. Donc pour arriver à rentrer le phénomène dont vous parlez, eh bien, il faut qu'il y ait des expérimentations qui permettent d'avoir des modules qui en tiennent compte. Et tant qu'on n'aura pas des modules, les modèles n'en tiendront pas compte ou sauront mal le décrire. Donc c'est une question qui est renvoyée à des physiologistes pour arriver à paramétrer ces questions-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre le relais pour contredire. Oui. Bien. Jean-Louis Bernard. Oui, Bernard et ensuite Blanchet. Voilà, section 9. Je voulais sortir des modèles pour poser une question par rapport à certaines attentes des agriculteurs. Je vais parler plus fort, ça ira mieux. Certaines attentes des agriculteurs, le semis sous couvert vivant a débuté dans les années 90. Les gens ont tenté d'introduire dans leur interculture un certain nombre de couverts végétaux qui ont réussi plus ou moins, eu égard au comportement de la culture suivante, mais qui étaient tous basés sur un principe. C'est que l'agriculteur disposait d'un moyen chimique de réduire ce couvert à l'époque où il le désirait, en fonction de la date de son semis, de ses moyens de semis et de la physiologie de la culture à la levée. Aujourd'hui, on a basculé dans un monde un petit peu différent, où on essaie d'utiliser moins d'herbicides, et en particulier moins d'herbicides lorsque la nécessité absolue ne s'en fait pas sentir. Alors, ma question était, eu égard à votre expérience des couverts utilisés soit dans les milieux tropicaux, soit dans les milieux tempérés, pour M. Debec, est-ce qu'il existe des orientations qui vous paraîtraient utiles à prendre pour permettre de concilier ces deux tendances opposées, l'intérêt pour les couverts et le fait qu'on ne puisse plus les maîtriser comme on le faisait autrefois? Peut-être on va prendre la question de l'autre question après. Hein. Passez ici. Non, d'abord, oui. Angers, donc section 10. Alors, ma question est peut-être un peu marginale par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais ça a été un petit peu abordé tout à l'heure, c'est le problème de la matière organique du sol. Pour, justement, là on parle de jouer sur les périodes de semis-eau, mais la capacité du sol à garder l'eau avec sa matière organique, moi j'étais très frappé, étant allé en Ukraine
au mois de juin, ça faisait 3 semaines qu'il ne pleuvait pas, mais les sols étaient tellement profonds que ça ne posait pas de problème à ce moment-là. Alors ça l'a peut-être posé après si ça durait 2 mois, et ce que l'on constate quand même dans pas mal de régions françaises, c'est la diminution du taux de matière organique qui pose à la fois un problème de ce côté-là de capacité de réserve utile, d'une part, et d'autre part, alors ça c'est ce que j'ai vécu en Normandie, c'est l'érosion, les problèmes d'érosion, parce que l'érosion tropicale sont très importantes. Moi j'étais très étonné de voir l'érosion des sols de la région du Pays de Caux, des Limons, c'est assez extraordinaire. Quand il pleut vraiment, c'est étonnant. Donc je voulais savoir un petit peu ce que vous avez fait, quels travaux vous avez fait sur ces problèmes de réserve utile liés à la matière organique. Voilà. Jean-Claude Germont de la section 7. Simplement une question ce qui concerne la limitation de la production des céréales actuellement et que je mets en parallèle avec le problème de gestion de la ressource en eau. Dans mes activités, je participe à ce qu'on appelle un syndicat de bassin, un syndicat de rivière, où se discutent les problèmes de répartition de l'eau entre ce qu'il faut laisser s'infiltrer dans le sol pour renouveler la ressource, ce qu'il faut laisser pour l'agriculture, pour l'irrigation. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est bien raisonnable actuellement de poser la question de déplafonnement des rendements des cultures si effectivement, quand je suis confronté dans des réunions avec des professionnels au problème de la répartition de la ressource, je suis amené à tenir le discours de plombier, m'a-t-on déjà dit, en disant, bon voilà, moi on m'a appris en agronomie que pour produire 1 kilo de blé, il faut 500 litres d'eau, que pour produire 80 quintaux de blé à l'hectare, ça vient à évapotranspirer de l'ordre de 400 mm d'eau. Si on passe à 90, ça fait 450 mm. Dans des régions où on a 650 mm d'eau de pluie, pluviométrie, et où il y en a une certaine partie qui repart directement à la rivière, est-ce qu'il est raisonnable de vouloir déplafonner pour augmenter encore ce besoin d'évapotranspiration? Est-ce qu'il n'y a pas un facteur limitant là dont on est obligé de tenir compte pour assurer la gestion de la ressource en eau au niveau du territoire? Je propose que Philippe, tu répondes à la question des cultures sous couvert avec pesticides ou non pesticides, la première. Et après, je prendrai le relais pour renvoyer d'ailleurs partiellement sur Daniel Tessier pour un point particulier, mais je prendrai le relais. Tu veux? Ben, tu peux demander à ce que tu reprécises. C'est la question, si je l'ai bien comprise, c'était comment peut-on mieux contrôler les couverts des pesticides. C'était ça un peu la question? C'était ça? Voilà, pardon. Bon. Alors, je ne suis pas spécialiste directement de la question, je vais essayer de répondre avec ce que j'ai entendu. Et j'ai entendu effectivement qu'il y avait des travaux quand même qui étaient menés en particulier, et c'était peut-être en particulier dans le cas de cultures semées avec des fonctions d'interculture en particulier, culture intermédiaire, de pouvoir semer des cultures gélives en particulier. Et ça, c'est peut-être, donc je crois qu'à Grignon, c'est des choses qui ont été faites, je ne sais pas si... sauf voilà, le problème du gel. Il n'y a pas assez de gel pour que ça disparaisse. Mais l'idée, effectivement, d'introduire des cultures qui, une fois qu'elles ont fait leur effet en particulier, c'était plutôt pour des couverts plantes de service, mais qui ont une fonction, je dirais, dans les premiers mois de l'interculture, qu'elles puissent disparaître ensuite et laisser la place pour éviter la compétition avec la culture. Ça, c'était une idée, je pense, assez intéressante, effectivement. Mais comme dit Marie, il faut encore qu'il gèle pour que la culture se disparaisse automatiquement. Je n'ai que cette idée en tête, mais je suis désolé, je n'ai pas d'autre idée. Oui, pareil, sans être spécialiste, il y a l'avoine aussi qui est assez utilisée en tropical, qui a la propriété que quand on la roule, quand on la casse, elle ne redémarre pas. Donc à ce moment-là, ça fait l'effet, c'est comme l'effet du gel et ça laisse un tapis végétal sec
qui, sans herbicide, permet donc de semer la culture commerciale derrière. Mais tout ça, c'est des choses qui sont en cours d'expérimentation. Oui, alors il y a, je viendrai après à la question de Germont sur les histoires de partage entre eau verte et eau bleue, qui sont une problématique très importante, notamment compte tenu de la loi sur l'eau et des priorités que la loi sur l'eau a données aux utilisations de cette eau. Mais avant, je voudrais qu'on reprenne la question là sur l'histoire de la matière organique et de la réserve utile, parce qu'effectivement la réserve utile c'est quelque chose de très intéressant, et on a bien vu dans les courbes que nous a présentées Philippe l'importance de cette réserve utile pour le rendement, de même que dans ce que nous a présenté Marie, finalement à travers le forçage racinaire induit sur l'arbre, on arrive à exploiter une profondeur nettement supérieure et on en bénéficie largement après en termes de rendement cumulé. Alors pour ce qui concerne l'influence de la matière organique, je préférerais, je ne tire pas en touche, mais je renvoie vers le spécialiste, c'est-à-dire qu'il me paraît que Daniel Tessier et le laboratoire de Versailles, plus généralement, ont quand même travaillé ces questions-là et que ça serait mieux que ce soit toi qui apporte une réponse, parce que le tchernosium c'est béni, mais bon, il n'y a pas que du tchernosium partout. Donc peut-être Daniel. Bon, quand on fait des études de rétention de l'eau, on se rend compte que dans nos sols du nord de la France, 1% de matière organique, du point de vue de la rétention de l'eau, c'est de l'ordre de 8% d'argile. Ça veut dire qu'en fait, quand vous perdez 1% de matière organique, c'est comme si vous perdiez, du point de vue de la rétention de l'eau, quelque chose qui s'apparente à 8% d'argile. C'est énorme. Alors ça, c'est le point de vue du stockeur d'eau. Mais après, il y a l'accessibilité de l'eau. Je pense qu'une des grandes évolutions de ces dernières années, ça a été, on va dire, la monoculture. La monoculture qui fait que c'est soit du maïs, soit du blé. Et on a un système racinaire tout à fait particulier qui n'explore qu'une fraction du sol. Et l'empreinte laissée par les racines et qui permet ensuite l'écoulement de l'eau, l'aération, tout ce que vous voulez, c'est pas du tout la même chose si c'est je dirais une succession de cultures ou si c'est une monoculture. Et puis il y a aussi le problème, je dirais, avec la monoculture, des problèmes sanitaires. Moi je me souviens que mon père par exemple cultivait des betteraves qui étaient des betteraves danoises. Et puis au bout de 5-6 ans, ça a été fini. On n'avait plus du tout de rendement avec les betteraves danoises parce que tout simplement on était embêté par un tas de parasites. Alors j'imagine que pour le blé ou par exemple, on peut avoir aussi ce genre d'inconvénients. Donc il me semble que quelque part avec cette évolution de l'agriculture, on est un peu au bout du système. On a consommé la matière organique en libérant des quantités phénoménales d'azote. On a modifié le comportement physique et puis peut-être on va vers des problèmes, je dirais, sanitaires qu'on a énormément de mal à résoudre, même si on ne s'en rend pas compte, enfin je veux dire, voilà. Donc, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais au travers de ces exemples, je dis qu'il faut qu'on examine le système dans sa globalité et sur le long terme. Et qu'on réfléchisse peut-être aussi aux solutions pour, je dirais, revenir un peu en arrière pour optimiser le fonctionnement du sol avec l'activité biologique et tout ça. C'est un peu le but du colloque de l'an prochain sur les sols, voilà. Ouais, c'est un peu ça notre réflexion, si vous voulez. Voilà. Pardon. Je vais peut-être me donner la parole pour poser la dernière question d'économiste, parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ça. Et bon, je suis troublé par tout ce qui est dit là aujourd'hui. Ça explique en effet des phénomènes qu'on observe, la baisse des rendements, des choses comme ça.
Mais en même temps, les économistes qui connaissent rien à l'agronomie, ils ont aussi des explications à ça, et des explications très simples. Hein. On a remplacé des prix garantis relativement élevés par des prix extrêmement fluctuants et plutôt bas. Dans ces conditions-là, c'est naturel que les entrepreneurs diminuent leurs intrants, mettent moins de pesticides, moins d'engrais, moins de choses comme ça, et que par conséquent les rendements baissent. Tous les économistes vous diront ça. Alors, quelle est la part de ce phénomène, ce résultat des politiques agricoles, et quelle est la part de ces phénomènes de stress hydrique et de choses comme ça dont vous parlez? Moi, j'avoue que je suis très perplexe devant cette question. Non seulement on n'a pas répondu à sa question, si tant est qu'on puisse y répondre, mais on n'a pas répondu à la question de Jean-Claude Germont. Mais ce que je voudrais dire à cet instant de la discussion, c'est un réflexe bien français. C'est complexe, on ne peut pas en parler comme ça. En fait, c'est complexe, oui. Et j'aimerais que, notamment les gens qui apportent des expériences justement complexes, multifactorielles, trouvent dans nos débats un encouragement fort à leurs travaux et que d'autres chercheurs abordent ces questions d'évolution de systèmes par rapport à l'eau, par rapport au sol, par rapport à la mécanisation. Je crois que c'est notre rôle d'encourager le multifactoriel et le complexe. Oui, certes, mais il faut aussi arriver à faire la part de chacun des éléments de variation pour pouvoir parler de choses de façon un petit peu plus établie. Alors, Jean-Claude, on n'oublie pas ta question. En fait, ta question, elle est intéressante parce que lorsqu'on a une ressource limitée, en partage, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Et donc, lorsqu'on a fait des simulations relatives au changement climatique, sans s'arrêter sur les valeurs d'évolution prévues, mais en supposant qu'il y aurait une évolution, on s'aperçoit que s'il y a des baisses de pluviométrie, ce qui va être touché en premier, c'est l'eau bleue. Parce que la plante, pour survivre, elle va prendre l'essentiel de elle va pas partager la misère, elle va n'en prendre que le quart, c'est l'ordre de grandeur. Autrement dit, si on a des baisses de l'ordre de 100 mm de pluviométrie, eh bien, ça sera de l'ordre des 3/4, c'est-à-dire 75 mm pour l'eau de drainage. Et là, il y a un problème, c'est que l'agriculture est placée devant la situation suivante, c'est que si on regarde bien la loi sur l'eau de 2006, et qu'on la lise en négatif, il y a priorité aux usages énergétiques, aux usages sanitaires, aux usages domestiques, mais justement, il n'est pas dit, le dernier élément, la 4e roue du char, on va dire, c'est quand même l'eau d'irrigation. Et donc les arrêtés préfectoraux porteront en premier sur l'eau d'irrigation. Ça, c'est en agriculture irriguée. Mais en agriculture non irriguée, on a aussi, puisque mon voisin disait qu'on n'a pas assez parlé des problèmes économiques ou sociaux peut-être, il y a aussi dans les conflits d'usage, les conflits qui peuvent exister entre les gens qui sont en aval et les gens qui sont en amont dans un bassin versant. Et donc si on augmente la consommation d'eau en amont du bassin versant, il y en aura moins pour la partie aval. Donc il faut chaque fois se dire que ce sur quoi on peut gagner, c'est ce qui a été évoqué par Philippe, également par Florent, c'est-à-dire l'eau que certains appellent l'eau blanche qui ne sert à rien, c'est-à-dire l'évaporation directe du sol. Là, il y a à gagner. Mais en revanche, pour le reste, eh bien, chaque fois qu'on va augmenter la consommation d'eau verte, ça va se faire au détriment de l'eau bleue. Finalement, c'est bien ce qu'ont vu les bosserons, qui sont arrivés à un point d'équilibre qui ne soit pas uniquement politique, mais qui soit physique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire consommer, dès lors qu'on a affaire à une nappe fermée, il ne faut pas faire consommer à l'impluvium au-delà d'un certain niveau, sinon, eh bien, après, c'est au détriment de la hauteur de la nappe et des rivières qui se nourrissent de cette nappe. Donc ça, c'est quelque chose de très important à se rentrer en tête, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir, eau verte, eau bleue. Bon, malgré l'intérêt de la séance, je crois qu'il va falloir qu'on finisse, mais quand même, Michel Griffon a demandé la parole depuis longtemps. D'autant plus que c'est pour renforcer ta propre position, puisqu'il y a des régions du monde où il y a beaucoup d'eau, c'est la riziculture inondée, et il y a des plafonnements de rendement dans la vallée du Gange, dans la vallée de l'Indus, dans les Philippines,
dans les rizières chinoises, en Indonésie. Et donc ce problème de plafonnement de rendement est plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Il faut qu'on s'y mette sérieusement. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non, tout le monde est satisfait. Donc, bien, je pense qu'il faut passer la parole à la personne qui conclut. Oui, alors, moi j'avais préparé une conclusion, mais bon, les débats m'amènent à réviser un petit peu ce que j'avais préparé, parce qu'ils ont très largement débordé du cadre conceptuel dans lequel s'était inscrit la séance et qui était destiné à traiter d'un point particulier qui consiste à savoir comment on peut utiliser au mieux l'eau lorsqu'on n'a pas le recours à l'irrigation. Donc moi j'avais essayé dans cette conclusion de faire une sorte de synthétiser un petit peu ces choses-là en disant, à partir de ce que nous ont présenté nos orateurs, on a vu qu'il y avait deux façons de faire. C'était l'utiliser au mieux. Au mieux, ça veut dire au mieux dans le temps. Lorsqu'on a un capital donné, ne pas le gaspiller pour du végétatif au départ, mais le garder pour le moment opportun qui est suivant celui de la production de grains. Ou bien au maximum. Et au maximum, ça consiste, on l'a vu au travers des différents exposés, moi j'avais retrouvé 3 façons de le faire. C'est-à-dire, le premier, c'était tout pour la transpiration, parce que finalement, dans l'utilisation de l'eau, c'est l'eau qui est transpirée, qui est utile, c'est l'eau qui passe par les stomates, qui fait rentrer le gaz carbonique, qui produit les sucres, qui iront à la production. Donc ça, on l'a vu, c'est très manifeste dans l'exposé de Florent Marot, par exemple, dans l'augmentation de transpiration, dans la part de l'eau, dans la part de pluie efficace, qui résulte de la diminution du ruissellement, ruissellement étant une eau perdue pour la parcelle, autant en faire bénéficier la plante, autant que ça passe par les racines, et on aura une meilleure production. Augmentation du potentiel de stockage aussi. On a parlé de réserves utiles dans la discussion, mais ce que nous avait présenté Marie Gaume, c'était aussi une augmentation de la zone prospectée par les racines, avec certes, c'est vrai, les années d'excès d'eau, ça présente quelques inconvénients, mais puisqu'on était là pour parler de situations où on a des difficultés avec l'eau en termes de sécheresse, eh bien on s'aperçoit qu'on a augmenté la résilience, qu'on a augmenté la capacité du milieu, avec le même sol, on a finalement une réserve utile globale pour l'ensemble qui est supérieure. Et puis on avait aussi l'augmentation de la durée totale d'exploitation par les pluies. Et ça aurait été intéressant d'avoir des développements sur ce que nous a présenté Philippe Debec dans sa conclusion sur le ski pro, dès lors qu'on avait des cultures, des légumineuses qui étaient mises à l'intérieur du rang, parce qu'avec cette utilisation-là, on retrouve un petit peu un avantage de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on va étendre toute la période pendant laquelle on va pouvoir utiliser l'eau de pluie pour faire de la transpiration. C'est-à-dire qu'on va étendre la production totale du système en répartissant cette production sur une partie qui correspond à la culture principale, qui est le maïs ou le sorgho, et sur l'autre qui est celle de la légumineuse. Alors, l'évitement, il y a un point dont on a moins parlé, la question de la densité qui a été vue dans l'exposé de Philippe Debec, elle n'a pas une importance majeure sur les pluviométries qu'on a aujourd'hui. Mais si la pluviométrie, s'il s'avérait qu'elle baisse dans certaines régions, alors elle pourrait prendre de l'importance. La démonstration en est faite par un cas extrême d'agroforesterie, on va dire, où la culture annuelle est quasiment supprimée. Je veux parler de la forêt de Sfax. L'oliveraie de Sfax est conduite sous des pluviométries en Tunisie qui sont de 250 mm d'eau par an, avec un écartement de 24 mètres entre chacun des oliviers. Et alors, pour ce qui est d'agroforesterie, dès qu'il y a un orage et que de petites plantules ont la mauvaise idée de pousser, l'agriculteur vient faire des façons superficielles au bout de quelques jours pour éliminer ça, parce que c'est tout pour l'olivier. Donc il se pourrait qu'il soit intéressant de faire, peut-être on devrait essayer de faire des simulations avec des pluviométries de l'ordre de 400-300 mm pour voir si cet effet de densité n'a pas une certaine importance. Et puisque j'en suis venu à l'oliveraie de Sfax, me dit qu'on a vu le ruissellement ici comme une perte par le système, parce qu'on travaillait sur la parcelle et il ne fallait pas perdre l'eau qui tombait sur cette parcelle. Mais si on descendait à des pluviométries inférieures, justement à des pluviométries de l'ordre de 200-300 mm, alors on pourrait inverser la problématique, changer de paradigme, c'est-à-dire utiliser le ruissellement, mais le ruissellement des autres. Et ça amènerait à la question de la ridoculture qui bénéficie sur une superficie réduite
de la pluie qui tombe sur une plus grande surface, mais où on récolte l'eau, c'est le terme qu'utilisent les anglo-saxons, après tout, pourquoi pas nous, pour arriver à produire quelque chose à un endroit où normalement il ne pousserait rien et sans l'apport de l'irrigation. Et bon, peut-être que ça serait intéressant dans le futur, avec l'appui de ceux qui ont travaillé en milieu tropicaux secs, de parler un petit peu de ces techniques extrêmes qui ne sont peut-être pas encore d'usage pour demain en France, mais enfin qui pourraient nous donner des enseignements. Bien entendu, toujours sur la production en tant que telle, et pour aller plus loin, pour rentrer les aspects économiques, bien entendu, il faut déborder du cadre de la seule section 5 et de l'écophysiologie, on en est bien conscient. Mais il faut bien commencer aussi par ça. Je vous remercie.